avant de lancer cette conférence, je vais rappeler le thème parce que, je ne vous le cache pas, j'ai fait comme la vice-présidente de la Chambre, j'ai pris des notes. Dans un contexte d'accélération des bouleversements écologiques et sociétaux, quel rôle peuvent jouer les entreprises et les organisations? Alors ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs quand j'ai été étudiant, donc je vais vous passer la balle rapidement. Un petit mot sur votre parcours. J'ai envie de vous dire, parce que je n'y arrive pas moi-même, qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande quel métier vous faites? Bonjour, merci pour la question. Quel métier je fais? Aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas toujours été, aujourd'hui je suis un spécialiste, d'ailleurs ça va être écrit, Oui. des risques systémiques. Ce sont des risques particulièrement graves qui remettent en question, tout ou partie, les modèles de société dans lesquels nous vivons. Je ne vais pas vous parler simplement de crises graves, mais de choses qui remettent fondamentalement en question le monde dans lequel nous vivons. Donc spécialiste de ces risques-là, spécialiste des vulnérabilités des sociétés face à ces risques et spécialiste des stratégies qu'on peut encore mettre en place pour se préparer de la meilleure manière possible à ce qui va, sous une forme ou une autre, se produire. Voilà. Est-ce qu'on peut, avant d'avoir la conférence, déjà dire qu'il y aura une cellule psychologique à la sortie de la conférence d'Arthur Keller? Ça, c'est important de le rappeler. Non, j'espère pas. Parce que quand vous le présentez comme ça, c'est un peu ce qu'on ressent. Donc pour assurer ceux qui sont assez cartésiens autant que vous, je dire que vous êtes ingénieur à Prof Centrale Superélectrique, que vous êtes aussi conseiller pour nombre d'entreprises, pas que des grosses entreprises, c'est pas que vous cherchez des clients, mais c'est important de le dire. Grosses ou petites. Grosses et petites. Vous avez aussi été auditionné sur la résilience nationale, et là je vais faire un petit mot de sémantique, parce que moi c'est plus les lettres que les chiffres. La sémantique, c'est pour dire que c'est pas la décroissance, et vous allez nous expliquer pourquoi c'est pas la décroissance. C'est autre chose. Est-ce que vous pouvez nous donner tout de suite quand même une définition, et après je vous laisse la parole sur 1h30, de ces vulnérabilités systémiques et de résilience territoriale, qu'on soit à égalité? Alors la définition des vulnérabilités, non, on va le voir en détail, mais la définition de la résilience, oui. Ça aussi, je vais l'aborder. Alors juste une chose à dire tout d'abord. Quelqu'un qui vous dit « moi je suis spécialiste de la résilience », déjà c'est mal barré. Ça veut strictement rien dire. La résilience de quoi? Vis-à-vis de quelle nature de risque ou de choc? Voilà, c'est ça qu'il faut poser. Moi, il y a des gens qui, par exemple, sont spécialistes de la résilience des infrastructures face aux risques cyber. Voilà, par exemple, c'est quelque chose de très spécifique. Alors moi, je suis un spécialiste, et c'est de ça que je vais vous parler, de la résilience des systèmes socio-écologiques, qui sont les sociétés humaines ou les territoires, en interaction dynamique permanente avec une nature, avec des flux d'énergie et de matière, avec des cycles naturels, avec de l'eau, des écosystèmes, des ressources, etc., un climat. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Face à quel type de risque? Eh bien, face à des risques systémiques, qui sont les risques que j'ai vaguement évoqués tout à l'heure, mais effectivement, accrochez vos ceintures. Je ne parle pas que de la conférence, je parle de ce qui va arriver dans les prochaines années ou décennies, parce que ça dépend. Je ne peux pas dire c'est telle date, mais ce qui va se produire, qui va nous secouer beaucoup plus fort que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. On n'est absolument pas prêt. Il y a d'ailleurs juste une chose, face à ces risques systémiques qui secouent et remettent en question le système, il y a quasiment un invariant, je dis quasiment parce qu'il y a peut-être quelques exceptions, mais il y a quasiment un invariant, c'est qu'à chaque fois que ça s'est produit, la veille au soir, personne n'imaginait que ça pouvait se produire. Voilà. Eh bien, nous voilà bien partis. Allez, prise de notes, c'est pour vous dans la salle, et vous avez 1h30, go. Pourvu que ça s'affiche. Oui, yes. Bon, ben écoutez, merci. Merci pour l'intro, merci pour l'invitation, merci mesdames et messieurs d'être ici. J'ai 1h30. C'est bien 1h30, mais c'est pas bien. Ça a l'air très long comme ça, j'espère qu'on sera tous d'accord après pour dire « Mon Dieu, il y aurait fallu 3 heures ». Parce qu'en réalité, effectivement, il y a énormément de choses à dire, et des choses, même en revenant à la substantifique moelle de l'essentiel, 1h30, ça va être très juste. Et c'est pour ça que, et je m'en excuse par avance, je vais parler, vous l'avez déjà peut-être ressenti, mais je vais parler vite. Et ça a ses inconvénients de parler vite, mais je suis désolé, je n'ai pas le choix. C'est trop important. Donc si j'en perds quelques-uns au passage, désolé. Nous avons face à nous des grands enjeux qui ne sont pas évidents. On va essayer de voir effectivement ce que les entreprises et les organisations peuvent faire, mais avant tout, il va falloir comprendre effectivement dans quelle situation on se trouve. Mon intervention va se faire donc en 2 parties. Première partie, quelle est la situation? On va essayer de recaractériser. Je dis recaractériser parce que selon moi, la caractérisation qui existe n'est pas bonne. Recaractériser les grands enjeux de notre temps. Et quand on aura fait ça, on fera un petit détour par les solutions qui nous sont présentées et on verra pourquoi ce n'est pas des solutions. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra, puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'aurai quelques petites choses à vous proposer qui ne sont pas magiques, mais pas négligeables. Par contre, qui vont demander des pas de côté absolument considérables, mentaux, culturels.
C'est pas si difficile à faire que ça, sauf que c'est difficile de se projeter et c'est difficile de passer à l'action. Après, une fois qu'on a fait le premier pas, ça marche. J'espère qu'aujourd'hui, après aujourd'hui, certains d'entre vous feront le premier pas. Bon, 2 parties donc dans mon exposé. La première partie qui est constat. Je vais être franc avec vous. Effectivement, cette première partie, ça va pas être un moment très agréable. Il faut que je sois tout à fait franc avec vous. Hein. Je ne suis pas ici pour vous être agréable. J'assume pleinement que ça va en secouer négativement certaines. Je suis ici pour vous dire ce que, selon moi, vous avez besoin d'entendre. Et je vais même plus loin que ça. Je suis ici pour vous dire ce dont je pense que le monde a besoin que vous entendiez. Parce que ce n'est pas juste vous, c'est le monde entier. Donc, au moins autour de nous, au moins notre monde, à nous. Donc, après, la deuxième partie, une fois de plus, on ira plus dans le concret. Je ne suis pas ici pour vous expliquer seulement des choses, faire passer des messages, éventuellement quelques propositions. Je suis surtout ici pour réveiller les gens. Il faut se réveiller. Et vous allez voir, dans la première partie surtout, je vais dire des choses qui sont très négatives. Mais négative, ce n'est pas un biais de négativisme de ma part. Je vais aller piocher dans des registres, différents champs disciplinaires, et je vais vous exposer un certain nombre de conclusions et d'études, de publications qui font à peu près consensus sur leurs conclusions. Voilà, il ne s'agit pas d'aller inventer des choses, il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur, il ne s'agit pas non plus d'aller chercher le pire, non, simplement, dans un certain nombre de champs disciplinaires, des warnings qui nous sont adressés par les experts et qu'il serait temps que nous prenions en compte. Et ensuite, je ferai intervenir de la systémique, parce que je suis systémicien de formation, je fais de la dynamique des systèmes à la base, et je vais vous montrer pourquoi ça change complètement avec et sans systémique. La systémique n'étant pas le petit truc en plus qui fait qu'on va un tout petit peu plus loin dans la compréhension, mais étant quelque chose qui fait que l'on comprend de façon radicalement différente la nature même des enjeux et donc derrière la nature même des réponses à apporter face à ces enjeux. Aujourd'hui, selon moi, nous n'avons pas compris les enjeux de notre temps. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde. Quand je dis nous, c'est même la grande majorité des experts qui passent dans les médias et qui nous racontent et qui nous disent des choses. Et je n'ai pas dit qu'ils n'avaient rien compris à leur champ disciplinaire. Les experts, je ne remets pas en question leur expertise dans leur champ disciplinaire. Mais le problème, c'est un problème de méthodologie générale qui est dû à la façon dont les études se font en France, à la façon dont les médias fonctionnent, à la façon dont tout découpe les choses, élément par élément, matière par matière, sujet par sujet, ministère par ministère, etc. Et je ne dis pas que c'est totalement nul, mais je dis que ça ne permet pas de capturer certains types de problèmes. Aïe, malheureusement, ce sont les principaux problèmes qui vont nous tomber dessus demain. Je suis ici également pour donc expliciter un certain nombre de malentendus, et parmi ceux-là, ça. On s'imagine que parce que nous avons des super experts et de super scientifiques, et ça c'est vrai, qui sont très compétents dans leur champ d'expertise et qui chacun de son côté nous dit voilà un petit peu les problèmes, et voilà ce que l'on peut faire face à ces problèmes, en utilisant d'ailleurs beaucoup trop souvent et souvent très très mal le mot « solution ». On s'imagine que parce qu'on a tout ça, si on fait la somme des constats proposés par les différents experts, on a une bonne vision des enjeux. C'est faux. Totalement faux. Pas un peu faux, totalement faux. On s'imagine que si on fait la somme de toutes les solutions proposées par les différents experts, si on le faisait, ça résoudrait tous les problèmes. Faux. Pas un peu faux, totalement faux, et je vais vous expliquer par la suite. Cette image-là, elle est pour illustrer une vieille histoire, très vieille histoire qui vient d'Inde, elle a plus de 5000 ans. On appelle ça les aveugles et l'éléphant. Et grosso modo, l'histoire, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des aveugles de naissance qui vivent dans un village éloigné, un petit village en Inde. Ils n'ont jamais vu un éléphant. Ils en ont entendu parler, mais ils n'ont jamais vu. Un jour, quelqu'un arrive au village avec un éléphant. C'est la première fois qu'ils ont l'occasion de toucher la bête et de se faire enfin une idée plus concrète et précise de ce que c'est qu'un éléphant. Et donc, ils arrivent et ils tâtonnent. Et celui qui est sur le côté, celui-là, il touche le flanc de l'éléphant et il dit ça ressemble un peu à un mur, quand même, un éléphant. Puis celui qui est à droite, qui touche la patte, il dit non, ça ressemble à un tronc d'arbre. Et celui qui touche la queue, il dit ça ressemble à une corde. Et puis celui qui touche la trompe, il dit non, ça ressemble à un serpent. Bref. Au final, qu'est-ce qui se passe? Chaque personne a accès à une partie du tout. Et chaque personne se focalise sur cette partie et fait une approximation qui, au premier degré, n'est pas mauvaise en fait. Voilà, donc chacun a accès à une partie de la vérité. Chacun nous produit sa propre explication, sa propre restitution de la réalité, et c'est plutôt pas mal. Et quand on fait la somme de ce que nous racontent les différents aveugles, on n'a pas la moindre idée de la gueule d'un éléphant. Voilà. Parce que ces différents éléments peuvent s'imbriquer les uns dans les autres d'une façon infinie à la rigueur. On ne sait pas. Donc, ça ne fonctionne pas tout à fait. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'éléphant.
de gros éléphants au milieu de la pièce, dont on ne veut pas ou dont on ne sait pas parler. Alors, première partie, comprendre, ou peut-être décomprendre et recomprendre un certain nombre de choses. Vous allez m'excuser. Je vais aller vite, je vous ai déjà prévenu. Ah oui, non, excusez-moi, tiens. Une précaution oratoire avant de continuer. Vous pouvez imaginer qu'il y a un biais de négativité donc, dans ce que je dis, parce que je vais parler essentiellement de choses pas rigolotes. Dans la première partie, une fois de plus. Oui, certes, mais ça c'est normal. Moi, je suis un spécialiste des risques. Donc, je vous parle des risques. Le risque ne dit pas « tout va mal ». Je n'ai pas dit que tout allait mal. Néanmoins, ce n'est pas parce que des choses vont bien qu'elles vont contrecarrer les risques. Donc, on a des risques sérieux, très sérieux. Et en l'occurrence, le message que je vais vous faire passer, c'est que nous sommes tous dans un effet tunnel, un petit peu. On est tous dans un aveuglement qui est bien normal et bien compréhensible. On vit dans un système. Et ce système, il a ses règles. Et ce système, il a ses dynamiques. Et on est tous plus ou moins partie prenante de ces dynamiques. Donc on se projette dans l'avenir, pas du tout en prenant en compte tout ce qui pourrait se produire, mais uniquement une continuation des dynamiques de ce système dans lequel nous vivons. On est un peu dans un entre-soi, toute une partie, toute une société à réfléchir au sein de ce qu'on appelle l'anthroposphère. C'est la sphère humaine, ce sont les sociétés humaines, c'est l'économie, c'est les activités humaines, c'est les activités industrielles aussi. C'est tout ça, tout ce truc-là, c'est un construit culturel et social, un construit économique. On fait partie de ça et on a du mal du coup à voir ce qui pourrait venir comme risque au-delà de ça. Donc, des risques qui dépasseraient largement cette sphère-là. Donc moi, pour vous donner une dernière métaphore, là, si vous voulez, imaginez que votre entreprise soit une entreprise de bateaux, vous louez des bateaux dans une marina, et votre vie intégralement, vous êtes entrepreneur, elle tourne sur comment vous faites fonctionner votre entreprise, comment vous pouvez faire mieux, éventuellement vous pouvez faire un peu mieux au niveau des émissions, des pollutions, des ceci, parce qu'il faut se mettre en conformité, parce qu'il y a des problèmes. Mais en tout cas, vous réfléchissez au niveau de votre entreprise, éventuellement de votre écosystème, avec vos partenaires autour, vos clients, etc., dans votre entreprise. Et moi, là, j'arrive avec une très mauvaise nouvelle, il y a un tsunami qui va arriver. Et ce tsunami, je ne l'invente pas, il y a des experts d'un centre de sismographie qui disent, ben oui, ça va se produire. D'ici quelques minutes, d'ici 1 heure, il y a un tsunami qui va arriver. Et moi, je suis le messager. Je viens vous dire, il y a un tsunami, je ne suis pas votre ennemi, je viens vous avertir. Si vous restez uniquement les yeux branchés sur votre système et votre modèle de pensée, vous ne le voyez pas venir. Ça ne fait pas partie de votre modèle de pensée. Je vous préviens juste que toutes les considérations qu'on a aujourd'hui vont être balayées. Parce qu'il nous arrive dessus. Donc on va essayer de comprendre. Je vais aller très vite, je l'ai dit pour une 3e fois, mais je vous dis une dernière chose, pour vous rassurer entre guillemets. Vous pourrez retrouver la présentation en ligne, pour ceux qui veulent ensuite. Donc il y a un certain nombre de diapositives, de slides, que je vais passer rapidement, voire je vais simplement dire, vous irez voir, et ceux qui veulent aller voir, iront voir. Je l'ai mis parce que ça me paraît intéressant, mais par contre en 1h30, même 1h30, oui c'est beaucoup, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Donc vous irez voir certaines choses que je passerai rapidement. Allez. Tout d'abord, soyons clairs. Notre problématique, elle est systémique. Alors c'est un mot qui veut dire plein de choses, donc je vais l'expliquer. Et les incidences de cette problématique systémique impactent toutes les dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Et vous allez voir, je vais partir de très loin. Le système Terre, c'est là où il y a de la vie sur la planète Terre. Donc je pars très haut. Ensuite, on redescendra de façon cohérente quand on aura compris les méta ou les supradynamiques. On redescendra de façon cohérente sur des choses qui nous concernent un peu plus directement et peut-être effectivement également nous engagent plus directement. Alors le système Terre, je vais le définir. Il a 6 dimensions principales. La première, c'est la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Les sociétés humaines modernes en extraient un certain nombre de ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. La première de ces ressources, par son importance historique dans la manière dont nos sociétés se sont organisées, c'est le pétrole. Nos sociétés sont comme ça, nos villes sont comme ça, les routes, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement, l'économie, la mondialisation, les transports, la mobilité, tout ça, ce que l'on mange, ce que l'on porte, les films qu'on va voir, c'est dû au fait que nous avons depuis pas mal de générations une abondance permanente de pétrole et de gaz naturel d'ailleurs, mais j'en parlerai pas, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de points communs avec le pétrole, avec des dynamiques un peu différentes. Bref, une abondance permanente de pétrole bon marché. C'est tout ça. C'est pas est-ce qu'il y en a encore dans le sol quelque part sur Terre. Oui, il y en a dans le sol, il y en a même trop du point de vue climatique. Voilà.
Il faudrait, les scientifiques sont clairs là-dessus, il faudrait laisser dans le sol environ 60% des réserves déjà connues, déjà identifiées de pétrole, pour se donner au minimum 2 chances sur 3 de rester sous 2 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici 2050. Un peu compliqué. Bon voilà, pour se donner 2 chances sur 3 d'y arriver, il faut laisser 60% du pétrole connu dans le sol et surtout ne pas aller en extraire plus, ne pas aller explorer davantage. Évidemment, ce n'est pas ce que font les compagnies pétrolières, ce n'est pas ce que font les pays producteurs de pétrole. Leur seul intérêt, leur puissance et leur économie reposent sur le fait d'aller chercher tout ce qu'ils pourront aller chercher. Et on n'a pas vraiment beaucoup de leviers pour empêcher ça. Je vous le dis au passage. On a beaucoup de leviers, nous dit-on, pour décarboner. Décarboner quoi? Décarboner un véhicule? Oui, ok. Décarboner une société? Je ne sais pas. Décarboner une entreprise? En partie peut-être. Décarboner la civilisation au niveau de la planète? Je ne sais pas. Ça va être compliqué, ça je vous le dis tout de suite. Parce que si d'un côté on peut effectivement se passer pour certains usages des combustibles fossiles, pour autant, de l'autre côté, côté production, on n'a pas vraiment de levier pour empêcher les compagnies pétrolières d'en produire plus, les pays producteurs de pétrole d'en extraire plus. Comment vous allez dire aux pays dont, une fois de plus, toute la richesse et toute la puissance et la sécurité dépendent de ça, comment vous allez leur dire, désolé, il faut que vous fassiez une croix sur vos réserves? Faites autre chose. Vous croyez qu'ils vont le faire? Parce qu'ils ont intérêt, tout le monde a intérêt à arrêter en réalité, sinon on va tous crever. Mais on ne l'a pas compris ça. Donc à court terme, personne n'a intérêt à arrêter. Et du coup, de proche en proche, personne n'a jamais intérêt à arrêter. Et le premier qui arrête se tire une balle dans le pied. Puis même s'il y en a un qui arrête, qu'est-ce qui va empêcher un autre d'aller exploiter les ressources délaissées par le premier? C'est un dilemme du prisonnier multiple, répété. Enfin bref, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des jeux, c'est un truc un peu sans queue ni tête qui devient très compliqué. On n'a pas vraiment de levier. Certains diront, bah oui, mais enfin, si on consomme moins, forcément, on va produire moins. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, il y a encore des continents entiers à développer. Et les producteurs de pétrole ont bien l'intention de leur vendre du pétrole. Les producteurs de gaz, pareil. Et puis, il y a des constructeurs de voitures qui ont bien l'intention de vendre des voitures, et pas que des voitures électriques. Voilà. Donc, il y aura des effets rebonds majeurs. Aujourd'hui, les leviers que nous avons de soi-disant décarbonation nous permettent effectivement d'émettre moins localement. Ou alors sur des choses qui sont unitaires, sur un objet, un frigo, une voiture ou que sais-je. Mais globalement, les effets rebonds au niveau planétaire sont majeurs. Jusqu'à présent, ça ne boucle pas. Ce n'est pas pour vous démoraliser, c'est juste pour vous dire, oh, on se réveille, est-ce que vous croyez vraiment qu'on est sur la bonne voie? Parce qu'on l'entend beaucoup dire, oui, ça manque de volonté politique, mais on sait ce qu'il faut faire, on a les solutions. Vraiment? Quelle est votre solution pour dire à l'Irak ou au Qatar, fini le pétrole? C'est quoi votre solution? Il n'y en a pas. Alors, on va y revenir, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. C'est pas si simple que ça, c'est plus compliqué. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plus de 50 ans, c'est du pétrole conventionnel. C'est les données de Reichstadt, qui est la référence mondiale, ou une des 2 références mondiales sur les données sur le pétrole. Reichstadt nous dit également qu'en 2019, je n'ai absolument pas réussi à mettre à jour depuis, mais en tendance lourde depuis longtemps, c'est baissier. Donc il y a peu de chances que ce soit remonté depuis 2019. Quand on ait un taux de remplacement du pétrole conventionnel en 2019 de 16%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au niveau mondial, pour chaque baril de pétrole que l'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Donc il y a quand même quelques signaux qui nous disent on ne va peut-être pas avoir tout ce qu'on veut, quand on veut, au prix où on veut, en permanence, de façon fiable, de façon prévisible, pour toujours. Or, ce que je viens d'énoncer là, comme condition, ce sont les conditions minimales pour pouvoir maintenir nos modèles de société riches. Quand on fait la synthèse des données de Reichstadt, on arrive à cette conclusion du Shift Project qui a publié ce rapport. Vous irez voir, pas la peine de lire, écoutez plutôt que de lire et retrouvez le slideshow avec le lien que vous aurez à la fin. Leur conclusion, c'est ça. L'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d'ici à 2030. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, il n'y a plus de pétrole, mais ça veut dire que dans le courant des années 2030, probablement, on va commencer, et de plus en plus vite, à le sentir passer. Et à se rendre compte qu'il n'y a plus assez, qu'on ne sait pas décarboner, qu'on ne sait pas sevrer des combustibles fossiles suffisamment rapidement. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Il n'y en a plus pour tout le monde. Alors comment on fait quand il n'y en a plus pour tout le monde? Est-ce que les décisions politiques sont les bonnes et on flèche là où c'est le plus important? Ou est-ce qu'on laisse les lois du marché faire, comme on l'a toujours fait, enfin depuis longtemps? Auquel cas, ce n'est pas les choses les plus vitales
qui vont survivre, c'est les choses les plus rentables qui vont survivre, pendant que des choses peut-être vitales, mais moins rentables, vont arrêter de fonctionner. Problème. Donc est-ce qu'on saura à ce moment-là prendre les bonnes décisions? Je ne sais pas, mais on va le sentir passer. Et je précise que ce n'est pas une crise. Une crise, c'est une parenthèse, et on s'en relève. Plus ou moins bien, mais on s'en relève. C'est l'idée en tout cas. Non, il s'agit de la fin d'une ère, mesdames et messieurs. Nous sommes bientôt, quand je dis bientôt, on verra bien ce que ça signifie, et puis ça dépend qui on est, où on est de surcroît, mais dans les prochaines années, ou plutôt décennies, nous allons passer un pic global, celui du toujours plus. On va basculer dans l'ère du toujours moins. À quelle vitesse ça va être toujours moins, je ne sais pas. De la vitesse dépendra énormément de choses. Dépendront énormément de choses. En tout cas, voilà, donc on est sur le point. Je pense, de tout ce que j'ai pu lire, que ce sera dans cette première moitié de siècle, de sortir de l'ère des hydrocarbures abondants et bon marché. Et ça va changer à peu près tout, mesdames et messieurs. Et les problématiques qu'on se pose maintenant, les enjeux qui sont les nôtres, je ne dis pas qu'ils vont totalement disparaître, je n'en sais rien, mais ils vont passer au second plan, ça je vous le dis tout de suite. Si on n'a pas fait entre-temps, par anticipation, ce qu'il faut faire pour affronter le tsunami qui arrive avec le plus de dignité et le moins de chaos possible. Nous avons un pays qui n'est pas très producteur de pétrole, environ 1,5% du pétrole qu'on consomme, donc on va être tributaire de notre capacité à importer ces ressources sur un marché qui va considérablement se tendre et devenir probablement très volatile. Il l'est déjà, mais il n'y a pas de raison que ça se calme. De la lithosphère, on tire également des minerais. On en a besoin pour plein de choses. Les minerais, pour tous nos gadgets favoris, on en a besoin pour toute industrie. Et puis, je vous attire votre attention, mais j'imagine que vous le savez dans les grandes lignes, que l'Europe et la France ne sont pas particulièrement non plus productrices de minerais, ne sont pas particulièrement riches en minerais. On n'a ni le minerai dans le sol, enfin, on a quelques trucs, mais voilà, c'est pas faramineux, ni les filières industrielles pour raffiner ces minerais. Donc au final, on est très dépendant des approvisionnements. Ce sont les 30 matières premières critiques identifiées par l'Union européenne, par exemple. Il faut savoir que sur les 30 matériaux critiques de l'Union européenne, de la Commission européenne, il y en a 21, enfin en tout cas il y a des réserves de 21 de ces matériaux critiques en Ukraine. Est-ce qu'il y aurait un lien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a besoin notamment de minerais pour cette grande transition énergétique. Et je mets volontairement une image qui est très réductrice et très caricaturale. Parce que souvent, quand on parle de transition, on voit ça. Je pense qu'en France, il y a quand même des gens qui sont un peu plus nuancés sur ce qu'est la transition, mais dans le reste du monde, faut voir. À mon avis, vous traversez l'Atlantique, et pour la plupart des écolos avertis, ou des gens qui sont vraiment engagés dans la transition, panneaux photovoltaïques, éoliennes, voitures électriques, batteries, et puis c'est bon, quoi. On peut, à peu de choses près, on peut maintenir nos modes de vie. Pas forcément. La transition énergétique est plus compliquée que ça. D'abord, il y a le pilier énergie renouvelable. On produit et on stocke l'énergie différemment, on l'utilise différemment, on décarbone, on électrifie un certain nombre d'usages et de dispositifs. OK, deuxième pilier, il faut le faire, on le fait. Le deuxième pilier, il faut le faire, on le fait aussi. L'efficacité énergétique, on consomme moins d'énergie pour produire quelque chose. Et donc, par voie d'optimisation et d'innovation, on s'améliore. Un peu moins vite aujourd'hui que dans le passé, mais bon, on s'améliore. Mais bon, ça ne va pas suffire. Il y a un troisième pilier, la sobriété énergétique, ou sufficiency, comme ils disent en anglais, la suffisance énergétique. Et alors là, quand les gens vous parlent de ça, la plupart confondent avec l'efficacité énergétique déjà. Et quand les gens ne confondent pas, eh bien, ils vont vous parler de simplement une catégorie de leviers qui permettent de faire de la sobriété. C'est la réduction des superflus et des gaspillages. Donc, typiquement, on va rouler un peu moins vite sur l'autoroute. Apparemment, pour les gens, c'est inacceptable. On va mettre une couche de plus et éventuellement chauffer de 2 degrés de moins son appartement l'hiver. Des choses comme ça. Voilà. C'est du superflu, on va dire. On va supprimer les touillettes à la cantoche. Ça, si vous voulez, c'est une façon de faire. Et effectivement, lorsque l'on parle de sobriété, les gens qui ne se confondent pas avec l'efficacité, il n'y en a pas tant que ça, vont vous parler quasi exclusivement de cette nature de levier. Bon, alors, il faut activer tous ces leviers. Le problème, voyez-vous, c'est qu'on aurait dû le faire il y a déjà très longtemps et qu'on ne l'a pas fait et qu'on ne le fait toujours pas ou pas assez vite. En tout cas, il y a des choses qui sont faites, je ne les nie pas, mais ce n'est pas assez rapide, ce n'est pas assez engagé. De toute façon, on le sait très bien, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire on est prêt à le faire si ça ne ralentit pas la croissance ou le chiffre d'affaires.
Sinon, on ne le fait pas. Donc, en fait, on sait très bien les indicateurs, dans quel ordre ils sont classifiés. Hein. Et au final, on a tellement attendu que maintenant, en 2025, si l'on veut avoir une chance de respecter l'accord de Paris, et encore, je ne vous parle même pas des 1,5 degré, je vous parle des 2 degrés, alors il faut qu'on fasse baisser les émissions, pas comme ça, mais comme ça. C'est une chute libre. On continue de monter, mais il faut descendre et très, très, très vite. Impossible que ça boucle, même en activant tous les leviers qui sont à l'écran là. Il faut le faire, ils sont importants, mais ça ne suffira pas. Non, ça ne bouclera pas tant qu'on n'activera pas la dernière catégorie de leviers, qui est toujours dans la sobriété énergétique. Et celle-là, voyez-vous, c'est celle qui marche le mieux. Ça tombe bien. Ça marche très très bien. Ce qui tombe mal, par contre, c'est que c'est complètement incompatible avec notre modèle économique et donc on n'y touche pas. C'est produire et consommer moins. Voilà. Ça marche, hein. Mais on ne veut pas et on ne sait pas. Ok, donc on ne peut pas, donc on ne fera pas. On va revenir plus tard à les enjeux derrière ça. Et puis, il y a besoin de cuivre, de lithium aussi pour les batteries, et puis de cobalt, et puis de ceci et de cela. Un petit zoom sur le cuivre parce que c'est un cas intéressant. Il est où le cuivre? Dans plusieurs endroits, mais il y en a beaucoup au Chili. Les pays numéro 2 et 3, selon les études, c'est Pérou, Australie, dans un sens ou dans l'autre. Ces 3 pays ont environ 60% des réserves connues. Il faut, pour le cuivre comme pour tous les autres métaux, il faut beaucoup d'eau douce. Et le problème, c'est la disponibilité de l'eau douce. On est dans des pays qui sont déjà soumis à des stress hydriques énormes. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili victimes du manque d'eau. On a des fois, dans les robinets de la capitale du Chili, plus d'eau qui coule au robinet. Les experts mondiaux du cuivre nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Il y avait cet article, il y a 1 an à peu près, dans Le Monde qui disait que la capacité de production et l'ouverture de nouvelles mines ne parviennent pas à couvrir l'explosion de la demande mondiale. Quand on regarde le Global Critical Minerals Outlook, le rapport 2024 de l'Agence internationale de l'énergie, on voit cette page sur le cuivre qui nous dit que si on veut faire une transition énergétique et décarbonée, 3 scénarios ici. Le plus ambitieux, c'est le scénario vert, Net Zero Emissions. Si on veut y arriver, voilà à peu près ce qu'il nous faut comme cuivre. En 2023, on avait ce qu'il nous fallait. En 2025, à peu près aussi. Ça commence à découpler avant 2030. Et en 2040, on a à peu près que la moitié de ce qu'il nous faudrait. Et ça inclut notre capacité à aller en chercher d'autres. On n'a pas découvert un seul gisement important de cuivre depuis 2014. Même si les techniques s'améliorent, même si on recycle davantage, même si on substitue partout où on peut le faire par de l'aluminium, ça ne bouclera pas. Donc, en 2022, c'était déjà le cas, il y a bientôt 3 ans, au World Materials Forum qui réunissait à Nancy, en France, les experts mondiaux des minerais. Ils ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Vous n'en avez pas entendu parler au journal télévisé. Vous n'avez pas non plus entendu parler de ce communiqué de l'OCDE du 11 avril 2023, dans lequel on pouvait lire que, on va le lire ensemble, la production et les échanges internationaux des matières premières les plus essentielles n'arrivent plus à suivre les prévisions de demande relatives aux métaux et aux ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. Oups, je ne voulais pas appuyer. Bref, ce que ça vous dit, en fait, ces choses-là, mesdames et messieurs, c'est que le grand projet sur lequel l'humanité a tout misé aujourd'hui, sa propre survie, c'est la stabilité du système climatique planétaire, c'est la stabilité des sociétés humaines, c'est la stabilité des systèmes agroalimentaires aussi au passage. C'est tout ça, on a décidé d'une stratégie dont pas mal d'experts nous disent il y a des chances qu'elle ne marche pas. Il y a des chances que l'on manque de ressources pour mener à bien cette stratégie avant qu'elle arrive à son terme. Donc on va continuer à décarboner autant qu'on peut, c'est très bien, faisons-le. Si les arbitrages sont bons, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis même tout le contraire. C'est vital. Il faut le faire. Mais il faut aussi comprendre que ça ne suffira pas. Et il faut aussi anticiper sur d'autres choses et faire d'autres choses. On va en parler après. En tout cas, si vous présentez la transition énergétique telle qu'elle nous est présentée actuellement par les gens dont c'est le métier, si vous parlez de solution, vous vous trompez. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas un problème technique qu'on résoudra juste avec des leviers techniques. Quand je dis technique, ce n'est pas forcément que technologique. Ça peut être une loi, une norme. C'est technique, ce sont des choses techniques. Ça ne va pas permettre ça. Il n'y aura pas de réponse profonde et réelle à l'enjeu systémique, et vous allez voir pourquoi c'est systémique après, sans un changement de système. Et ça devient très compliqué. Comment changer un système, ça devient très compliqué. Donc on va là aussi en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, pas de solution s'il n'y a pas de changement de système.
juste des leviers importants à actionner pour limiter la casse. Et ce sont des enjeux d'énergie ou de matières premières, mesdames et messieurs? Les deux, mon colonel, puisque les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, et l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. Voilà, l'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en dynamique des systèmes, dit autrement un emballement du système. Autrement dit, on va atteindre des limites et on va le faire beaucoup plus rapidement que ce qu'on s'imagine. Après le système Terre, il y a une deuxième dimension du système Terre qui est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, eau de surface, eau de profondeur, les nuages, l'eau sous toutes ses formes, sauf la forme solide, la glace, dont on parlera juste après. Il y a des pollutions. Alors on fait un état des lieux de l'hydrosphère. Des pollutions chimiques partout, plus ou moins bien sûr, mais partout. Des pollutions physiques également, beaucoup de plastique notamment, partout, plus ou moins, mais partout, y compris jusque dans nos corps. Ça touche les humains, ça touche les animaux, sur Terre comme en mer, partout. Nous avons également des phénomènes d'acidification de l'hydrosphère. Ça se voit par exemple au niveau des récifs coralliens qui sont en train de dépérir. Ce que nous disent les experts des coraux, c'est que si on se réchauffe de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Voilà, autant dire que c'est mal parti pour les coraux. Les coraux, malheureusement, ce ne sont pas juste des animaux, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des animaux, mais c'est surtout un habitat. Et on évalue qu'environ 25% de la vie marine connue dépend des barrières de corail pour s'y reproduire et pour y vivre. Donc, on s'expose à ce que les biologistes marins appellent un choc écologique majeur. Nous verrons bien. Je ne suis pas Nostradamus et je ne suis pas biologiste marin. Je vous dis simplement ce qu'ils se racontent entre eux. Nous avons des phénomènes de réchauffement que je ne vous apprends pas, de l'hydrosphère, des phénomènes également de montée des eaux, de plus en plus vite en moyenne mondiale, on est presque à 5 mm par an. Nous avons des phénomènes également de salinisation des nappes phréatiques. Ce monsieur qui était agriculteur au Bangladesh, il ne peut plus rien produire. Pourquoi? Parce que la nappe phréatique dont il dépendait s'est salinisée. Voilà, fini. Revenons un tout petit peu en arrière et comprenons pourquoi c'est intéressant cet exemple. C'est intéressant parce que ce monsieur, un jour, il a été confronté au fait que le régime de mousson est totalement déréglé là-bas et qu'à certains moments de l'année où il a besoin d'eau pour continuer son activité, il n'y en a plus. Et donc, dans ces moments-là, il fait quoi? Soit il arrête, et il ne sait pas quoi faire d'autre dans la vie, ce pauvre monsieur, soit il trouve une solution. Et la solution, c'est creuser un puits. Voilà, et donc on creuse un puits et on prend. Et ouf, ça y est, je peux continuer à produire. Voilà, et 10, 15 ans plus tard, 20 ans pour les plus chanceux, game over. C'est fini pour de bon. La solution les a tués. Malheureusement, beaucoup des solutions dont on prétend ou dont on pense qu'elles en sont, parce que, 1, il n'y a pas une vision globale de tous les enjeux, et parce que 2, le but n'est jamais de se remettre en question, mais toujours de se maintenir, et bien au final, ce sont des solutions éventuellement, si elles marchent, à court terme, et à moyen ou long terme, c'est se tirer une rafale dans le pied. Et c'est ce qu'on est en train de faire majoritairement avec toutes les solutions qu'on déploie. Je ne dis pas que tout est bon à acheter, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous présente comme des solutions. Au final, je suis désolé, mais le problème continue de s'aggraver de plus en plus vite. Ça aussi, on va le voir après. Nous avons des phénomènes d'assèchement des cours d'eau. Ça, c'était la Loire en août 2022 à proximité de Nantes. Nous avons des phénomènes de désoxygénation, moins, voire plus du tout d'oxygène dans des écosystèmes marins avec des écosystèmes entiers qui s'effondrent par asphyxie, ce qu'on appelle les zones mortes. Troisième dimension du système Terre après l'hydrosphère, la cryosphère. Donc c'est de l'eau aussi, mais cette fois-ci sous forme solide. C'est les glaces, et les glaces, elles fondent. Que ce soit les glaciers, les banquises, les inland seas, groenlandais antarctiques, ou les pergélisols, ou permafrost, le sol gelé des hautes latitudes. Ce que nous disait ce rapport en 2019, rapport spécial du GIEC sur la cryosphère et le climat et l'océan, c'est que ça fond beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable de modéliser. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ça fond aussi vite. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'en Arctique, ça se réchauffe depuis une quarantaine d'années environ 4 fois plus vite que dans le reste du monde. Voilà. Donc il y a des dynamiques en cours qui sont en train de s'accélérer. On ne les maîtrise pas totalement. On constate. Ensuite, nous avons, quatrième dimension du système Terre, l'atmosphère. Je ne vous la présente plus, vous savez ce que c'est. On en change la composition chimique extrêmement rapidement. Alors quand on regarde ce que nous enseignent les carottages glaciaires en Antarctique, puisqu'on parlait de la cryosphère juste avant, on peut remonter sur un peu plus de 800 000 ans dans le passé et reconstituer la courbe de la concentration atmosphérique en CO2. On sait, par ailleurs, par tout un tas de données qu'on a à plein d'endroits, que cette courbe corrèle extrêmement fort avec, ici, des périodes glaciaires, des aires glaciaires, et ici en haut des périodes interglaciaires. Voilà, c'est une espèce de cycle, pas tout à fait régulier, mais de cycle qui court sur plusieurs millions d'années en réalité. Et aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un cycle naturel. Aujourd'hui, il y a une explosion. Si on zoome sur la même courbe exactement, mais juste sur les 2000 dernières années, ça donne ça. Voilà, donc là, c'est Jésus, là, c'est vous. Vous voyez cette accélération, elle est due aux combustibles fossiles. Elle est due à l'industrialisation
la révolution industrielle, le charbon, puis le pétrole, le gaz. Voilà, elle est due à ça, quasiment exclusivement à ça. On le sait, ce n'est pas une théorie pour expliquer, on le sait. Le carbone qu'on trouve dans l'atmosphère a une signature isotopique en carbone 13 qui est spécifique des combustibles fossiles. Si on regarde maintenant la reconstitution sur 2000 ans aussi de la température moyenne de surface, ça donne ça. Voilà, avec une zone d'incertitude certes, mais globalement la forme de la courbe, c'est ça. Et on n'est plus du tout dans un cycle. Question, est-ce que ça décarbone ? Parce que finalement, ça reste ça la question. Question fondamentale. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits. On peut se plaindre que ce n'est pas assez vite. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a des COP, il y a des milliers de milliards qui ont été investis sur des technologies, sur de l'innovation, sur une taxe carbone qui a été mise en place, sur des efforts pour changer certains usages, des lois qui sont passées. Enfin, il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Ce n'est pas négligeable. Alors, est-ce que ça décarbone ? Dernier rapport de synthèse du GIEC qui date de septembre 2023, ça s'arrête en 2019. Depuis 1850, voilà la somme des gaz à effet de serre émis par l'humanité. Alors non, ça décarbone moyen en fait. On sait que ça s'est un tout petit peu ralenti, enfin non, ça s'est significativement ralenti en 2020-2021, puis c'est reparti à la hausse en 2022, 3, 4. Voilà, mesdames et messieurs, au niveau mondial, ça ne boucle pas. Je dis ça ne boucle pas parce que certaines personnes disent « mais oui, mais pas encore, mais on y vient ». Ça va arriver. La preuve, des pays ont réussi. La France en fait partie. La France ayant la chance, sauf pour les antinucléaires, d'avoir du nucléaire. Et au final, notre mix électrique est très très faiblement carboné. La France et d'autres pays ont réussi à maintenir, attention, un niveau de croissance économique positif, même si c'est plus bas que ce qu'on aurait aimé, une croissance économique positive, le PIB donc continue de croître depuis une vingtaine d'années globalement, tout en faisant baisser en valeur absolue ces émissions de gaz à effet de serre et même en intégrant les émissions de gaz à effet de serre importées pour les puristes. Ben voilà, alors c'est bon, on a démontré qu'on était capable de le faire. C'est bon, non ? Donc il ne reste plus qu'à le généraliser à l'ensemble de la planète. Comment vous faites ça ? Non, parce que les pays, on n'est pas le seul, il y en a une vingtaine. Les pays qui ont réussi à faire ça, ce sont des pays riches. Ce sont des pays largement tertiarisés, post-industriels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'une industrie. Il va falloir réindustrialiser un minimum, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il va falloir bien le faire surtout et se poser les questions de la finalité de cette réindustrialisation. Si c'est produire du lithium pour faire des batteries de voitures et imaginer qu'on va pouvoir remplacer un parc automobile par un parc automobile équivalent électrique, bêtise. Ça ne bouclera pas, là encore, pour répéter cette expression que j'aime bien. Mais ouais, il va falloir réindustrialiser. Bon, très bien. Moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, pour l'instant, au niveau mondial, il y a des pays qui sont très très lourdement industrialisés, qui ont des industries les plus dégueulasses, qui produisent et qui polluent pour le reste du monde, et qui auront beaucoup de mal à décarboner, eux. Et que ça risque de ne pas totalement boucler. Voilà. On verra. Je ne suis pas Nostradamus, mais c'est mal parti. Aujourd'hui, 81,5% de l'énergie primaire mondiale est fabriquée à partir de pétrole, de gaz ou de charbon. Les objectifs de développement durable, ils sont formidables. Qui n'en voudrait pas ? Il faut vraiment être un psychopathe pour ne pas en vouloir. Oui, sauf qu'il y a ici, là, regardez, le numéro 8, travail décent et croissance économique. On se demande bien pourquoi c'est lié, enfin les deux en même temps, parce que ça n'a strictement rien à voir, mais passons. Comme s'ils avaient voulu faire passer la pilule de l'un en mettant l'autre, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on fait peser la possibilité même d'un développement dit durable sur le fait qu'il doit y avoir de la croissance économique. Mais oui, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de moyens pour investir dans des solutions. Donc la transition ne peut se faire que s'il y a de la croissance. Alors, bon, on va juste arrêter de soi-même répéter ce genre de mantra idiot. Nous avons plus d'argent qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'humanité. L'argent, il y en a à flot. C'est juste qu'on ne veut pas aller le chercher là où il est. Dans des paradis fiscaux, dans la poche de certains qui ont beaucoup trop. Et c'est juste une question de redistribution de cet argent. C'est un problème politique. Ce n'est pas un problème de croissance ou de décroissance ou quoi que ce soit d'autre. Mais bon, passons. Dans le modèle actuel, sans remettre en question les rapports de force et les privilèges installés, et oui, effectivement, il faut de la croissance. D'accord. La CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est le texte qui explique comment ça se passe dans les COP pour le climat. Il y a écrit, article 3, alinéa 5, vous pourrez le vérifier, qu'il faut une croissance économique durable, un développement durable et ne pas entraver le commerce international. Donc moi, quand je lis ça, si vous voulez, je me dis, ok, donc
C'est quoi la question qui est posée? C'est comment on résout un problème en dérangeant le moins possible le système qui engendre le problème. Les problèmes dont je vous parle et dont je vais finir de vous parler après, c'est pas la faute à pas de chance, quoi. Hein. C'est pas des effets de bord qui pouvaient pas être prévus et qui sont juste malencontreux et puis on va pouvoir mettre un patch et continuer. Non, ce sont les conséquences totalement inéluctables, les conséquences logiques et normales du fonctionnement de notre système. Voilà. Il n'y a pas la possibilité de continuer ce système sans avoir les conséquences négatives. Ce n'est pas possible, ça. On peut atténuer à certains endroits, mais surtout ce qu'on va faire, c'est dépasser la pression dans le système. Si on améliore ici, ça va être pire ailleurs. En général, c'est comme ça que ça se passe. Au final, les COP, ça ne marche pas. Voilà. Depuis les années 60, voilà l'évolution de la courbe de CO2 atmosphérique et la concentration de CO2 atmosphérique, excusez-moi. Et ça, c'est le début des COP. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début des COP, non seulement ça continue d'augmenter, mais de plus en plus vite. Une fois que j'ai dit ça, soyons nuancés, comme pour toute chose. S'il n'y avait pas eu les COP, on serait là. Je ne sais pas où, je ne sais pas si on serait ici ou carrément là. On serait plus haut, c'est une certitude. Donc je prends. Je prends. Il y a plein de choses à améliorer, hein, plein de bêtises dans les COP, mais je prends. Ça fait partie de la grande boîte à outils dont on a besoin. Et ils sont où les autres outils? Parce que ça, on nous dit que ça, c'est la boîte à outils. Non, ça, c'est un outil dans la boîte. C'est quoi le reste de la boîte? C'est où? Il y a un problème. On nous dit que ça, c'est la boîte et que tout rentre là-dedans. Il y a un problème. On ne voit pas. On n'a pas trop d'autres leviers sortis de ça, sortis de ce qui sort des COP comme nature de recommandation. En France, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 10,0 tonnes équivalentes par CO2 par personne. Ça, c'est la meilleure aujourd'hui évaluation qui existe, c'est celle de Carbone 4. C'est la plus complète de toutes. On voit que les gros postes, c'est la voiture, un peu l'avion, c'est les protéines animales et c'est la maison. La construction, l'achat de ce qu'on met dans la maison et le chauffage. Voilà. Alors, il faut jouer sur tous les tableaux. Nous avons, si on veut se donner encore une chance de respecter l'accord de Paris, 25 ans pour passer de la première à la deuxième ligne, divisé par minimum 5, en fait c'est même aujourd'hui plutôt 6, l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Voilà. Et ça, passer de la première à la deuxième ligne, ça ne va pas se faire en covoiturant un petit peu et en devenant flexitarien, je vous le dis tout de suite. Et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Il faut le faire. Mais ça ne va pas suffire. Non, le passage de la première à la deuxième ligne, mesdames et messieurs, c'est un changement de civilisation. On n'a pas, à la deuxième ligne, tout ce qu'on veut, quand on veut. À partir du moment où on est capable de payer, on l'a. Non, ça ne se passera plus comme ça. On n'a pas un monde stable où on se préoccupe de comment notre entreprise peut faire plus 2 l'an prochain, ou plus 20 d'ailleurs. Non, on n'en est plus tout à fait là non plus. Il faut jouer sur tous les postes. Mais soyons clairs. Si on ne joue pas vraiment beaucoup sur les très gros postes, ça ne va pas marcher. Donc je vais venir vous emmerder sur la viande. Il faut. Et je suis bordelais. Hein. Alors, la viande et les poissons et les machins, j'en ai mangé. Hein. Et puis j'en mange plus. L'atmosphère, après, la cinquième dimension du système Terre, c'est la biosphère, l'ensemble du vivant. Alors, c'est toutes les formes de vie, hein, quelles qu'elles soient. Il y a des dizaines de milliers d'études. J'en utilise 3 qui sont magistrales, dont les conclusions sont pas remises en question. Celle-ci, on a reconstitué depuis 1970 et jusqu'en 2020, donc sur 50 ans, la dynamique d'environ 35 000 populations de vertébrés partout dans le monde, tous les continents, tous les océans. Les vertébrés, c'est une grande famille du vivant qui intègre tous les mammifères terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Et sur l'ensemble de tout ça, en 50 ans, qu'est-ce qu'on observe? Des déclins des populations, partout, à quelques très rares exceptions localisées près. Voilà. Quand on fait la moyenne des taux de déclin, on est à moins 73% sur 50 ans. Parmi les nombreux messages folichons que je dois vous faire passer, il y a celui-ci, mesdames et messieurs, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Et on regarde Netflix. Je ne suis pas là pour vous emmerder. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Je suis là pour vous dire ce sur quoi les biologistes et les spécialistes du vivant sont d'accord. Nous sommes rentrés dans une dynamique de grande extinction sur la planète. Et on regarde Netflix. Ou autre chose, je m'en fiche. Évidemment, c'est juste pour la formule. Regardez ces autres études. Quand on se focalise sur les mammifères terrestres et marins une nouvelle fois, on évalue aujourd'hui qu'environ 62% de la biomasse représentée par tous les mammifères sur la planète sont les animaux d'élevage, 34% l'humanité, 4% la faune sauvage. Regardez les oiseaux, tout ce qui a des ailes. On évalue que si on regarde la biomasse totale de tous les oiseaux sur Terre,
Les oiseaux sauvages, c'est 29%. 71%, c'est la volaille d'élevage. Ah, c'est bon le poulet, hein? Eh oui, c'est bon. Il va falloir se calmer. De toute façon, ça nous sera imposé, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. 6e dimension, la pédosphère. La pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et ce que nous disent les experts des sols, c'est qu'environ 75% des sols sont dégradés sur la planète, 33% très dégradés par les activités humaines. C'est très important. Au niveau mondial, 48 millions de kilomètres carrés sont consacrés à l'agriculture et 80% de cette surface agricole est consacrée à l'élevage. C'est essentiellement faire pousser les aliments qu'on va donner à des animaux d'élevage. Et pourtant, ça ne répond qu'à 17% des besoins alimentaires en matière de calories alimentaires de l'humanité. Certains, du coup, publient ce genre de rapport. Ah mince, désolé, j'ai oublié la diapositive. Un rapport, excusez-moi, en anglais du Lancet, un rapport scientifique qui disait que si vous voulez de la sécurité alimentaire sur Terre, mangez moins de viande. Bref, désolé, je ne l'ai pas. J'ai oublié de l'intégrer. Vous irez voir, ça fait partie des slides que je ne vais pas développer, mais que je vous invite vivement à aller regarder. Et vous verrez que l'efficacité protéinique de l'élevage, c'est une catastrophe, et que par exemple pour le bœuf, qui est le pire du pire, il faut apporter 100 protéines végétales en amont pour retirer 3,8 protéines animales consommables en aval. Vous verrez que sur l'énergie, c'est pire. Il faut apporter 100 d'énergie sous différentes formes pour retirer 1,9 d'énergie sous forme de calories alimentaires en aval. Si vous voulez savoir quel est l'impact sur le climat de différents régimes alimentaires, vous irez voir également cette diapositive qui est issue du rapport spécial du GIEC. Ils ont fait la synthèse des connaissances scientifiques sur la question et vous avez une synthèse. C'est pas que je vous invite à aller voir le graphique, mais aussi à lire le texte qui va avec. Et si vous pensez, il est bien gentil Keller, mais il y a besoin de manger de la viande pour vivre, enfin des protéines animales pour vivre, eh bien vous irez voir cette étude-là, qui est la position de la plus grande académie de nutritionnistes du monde, 13 000 même nutritionnistes, c'est l'académie nord-américaine, ils ne sont pas d'accord. Ils pensent qu'on peut vivre très bien, et même peut-être mieux à long terme, sans protéines animales, sous certaines conditions que je vous laisserai aller voir, parce que ça ne s'improvise pas complètement, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Si on mange des frites tous les jours, on ne va pas être en très bonne santé. L'anthroposphère, il faut la rajouter au système Terre. C'est la sphère des activités humaines, elle est imbriquée avec le reste. C'est à chaque fois les constructions passées et présentes, ce sont les objets, les produits, les déchets et nous. Et l'anthroposphère, ça fait maintenant quelques décennies qu'elle explose. On a notamment cette étude de 2015 qui est magistrale, la grande accélération, qui a étudié à gauche un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines qui, depuis les 30 glorieuses, explosent. Voilà. Donc, par exemple, on va avoir la production d'énergie, l'usage d'énergie primaire, la consommation d'engrais, la production de papier, l'usage de l'eau, les transports, les télécoms, le tourisme international, etc. Et à droite, nous avons les impacts concomitants sur le système Terre qui explosent en même temps depuis les 30 glorieuses. Ici, les concentrations atmosphériques des principaux gaz à effet de serre, la température de surface qui augmente, l'acidification des océans, l'accumulation d'azote dans les zones côtières avec les phénomènes de désoxygénation dont j'ai parlé plus tôt, la perte de forêt tropicale et j'en passe. Donc, nous avons une anthroposphère qui fait boom et des impacts destructeurs sur le système Terre qui concomitamment font boom. L'humanité est confrontée à une crise écologique. Qui est d'accord ? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Selon moi, c'est pas du tout ça. C'est la Terre qui est confrontée, ou la nature qui est confrontée à une crise humaine. Et c'est pas la même chose. Si on part du principe que les sociétés humaines sont confrontées à des problèmes externes, exogènes, qu'elles doivent résoudre pourquoi au juste ? Pour se maintenir ? Pour faire de la croissance ? Pourquoi ? Ah ben c'est mal barré. Il ne faut pas essayer de se maintenir, il faut se changer, se remettre en question en profondeur. Et on va voir après que ça ne va pas être évident. Mais il faut le faire si on veut avoir une chance de préserver l'habitabilité de la planète Terre. Le véritable enjeu, mesdames et messieurs, il est là. Je ne suis pas un catastrophiste. Je vous dis ce que nous disent les scientifiques. Mais vous allez voir aussi qu'il faut aller encore plus loin que ce que nous disent les scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes, pareil, j'invente pas, des données qui ne sont pas remises en question. Pas remises en question, même si certaines personnes disent qu'il faudrait améliorer le mode de calcul de ces deux indicateurs qui sont en rouge l'empreinte écologique et en vert la biocapacité. Je fais partie des gens qui sont un peu critiques du mode de calcul. Et pour autant, aujourd'hui, ce sont les meilleurs indicateurs dont on dispose pour évaluer en rouge la somme des pressions exercées par les activités humaines sur le système Terre et en vert la capacité du système Terre à encaisser ces pressions, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser. Et les indicateurs nous disent que
dans le mode de calcul actuel que non seulement on a dépassé la limite, mais ça fait environ 50 ans qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on inflige à la planète plus que ce qu'elle est capable de durablement supporter. Voilà, c'est un dépassement écologique planétaire, avec des dépassements de plein de limites du coup. Et je pense que certains d'entre vous auront vu passer cette étude qui, dans certaines communautés ou certains... je ne trouve pas le mot, bref, entre certaines personnes de certaines disciplines, voilà, parce que je ne trouve pas le mot que je cherche, c'est une étude qui a beaucoup tourné. Bon, elle date de 2019, elle a été mise à jour un certain nombre de fois depuis, et la question qui a été posée est la suivante: est-ce qu'il n'y a pas des limites à ne pas dépasser, des seuils à ne pas franchir pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre? Quand on parle d'habitabilité, il parle pour l'humanité. En réalité, ça dit en creux pour les formes de vie développées. Les bactéries, a priori, se portent bien. Il n'y a pas de raison de penser qu'elles vont disparaître dans la prochaine génération. Mais les formes de vie développées, c'est chaud quand même. Parce que, est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Oui. Pour l'instant, on pense qu'il y en a 9. Les voici. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on en a déjà dépassé, sur ces 9-là, 6. On a dépassé celles qui concernent les entités nouvelles, c'est-à-dire les déchets et les pollutions qu'on met dans la nature. Ici, on a dépassé la zone de stabilité du système climatique planétaire. Ici, on a dépassé la zone de stabilité de la biosphère, l'ensemble de la biodiversité qui s'effondre dont je vous ai parlé. Ici, c'est le système, c'est le changement, on va dire, d'affectation de sol et la dégradation des sols. C'est la pédosphère. Là, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des cycles de l'eau, le cycle de l'eau verte, le cycle de l'eau bleue. Je vous laisserai aller regarder si vous voulez creuser. Et ici, ce sont les cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant, avec un zoom fait sur le phosphore et l'azote, 2 cycles de nutriments essentiels. Voilà, c'est les 6 dimensions qui ont déjà été dépassées. Et selon certaines études, nous aurions déjà, ou nous serions en train de dépasser la 7e limite, celle qui concerne l'acidification des océans. On a encore un peu de marge sur la 8e limite qui concerne la charge en aérosol de l'atmosphère, et la seule, finalement, où ça va à peu près bien, c'est celle qui concerne la couche d'ozone stratosphérique. Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes. Est-ce qu'à présent, la situation est claire? Et un certain nombre d'entre vous pensent oui, et un certain nombre d'entre vous se méfient. Et ils ont raison de se méfier, parce que la réponse à cette question, c'est non. Pas du tout. Après ce préambule, mesdames et messieurs, absolument indispensable selon moi, après ce préambule, nous n'avons pas commencé à comprendre la nature des enjeux de notre temps. On a compris que c'était grave, ça d'accord. On a compris qu'on n'allait pas dans la bonne direction, qu'on avait des défis à relever, que ça n'allait pas être simple, ça d'accord. Mais fondamentalement, c'est quoi le problème? On ne l'a pas compris. Ah ben si, il y a un problème de climat. Problème ou conséquence? Réfléchissons-y. Problème ou conséquence? Est-ce qu'on traite pareil un problème? Est-ce qu'on traite pareil une cause ou une conséquence? Allons-y. Moi, je vous dis que ces dynamiques ne sont pas des problèmes, seulement des symptômes d'un vrai problème. Et je pense que le vrai problème, c'est celui-ci. Notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources, certaines renouvelables dans la biosphère, certaines non renouvelables dans la lithosphère. Ensuite, on les transforme avec de l'énergie qu'il a fallu produire en biens, en services, en infrastructures, en bouffe. Ce sont les activités humaines, les sociétés humaines. Au passage, on transforme et on détruit une partie de la nature, et en aval, on génère des déchets et des pollutions. Voilà, le problème, c'est qu'on extrait trop vite. On vide des stocks finis, et puis pour ce qui est renouvelable, on l'extrait pas pour tout, pas partout, mais de plus en plus vite que le taux de renouvellement. Donc, ce n'est pas durable. Ensuite, on transforme la nature et on le fait plus vite que sa capacité d'adaptation. On la détruit plus vite que sa capacité de réparation, parce qu'elle existe, mais elle est limitée. Et on pollue plus vite que la capacité d'auto-épuration des écosystèmes. Donc ça s'accumule. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la nature du problème. Là-dedans, le changement climatique, par exemple. Alors c'est quoi? C'est un problème ou c'est un symptôme? Les déchets sont de 3 natures, solides, liquides, gazeux. Parmi les gaz, il y en a qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui détraquent le climat. En première approximation, oui, le changement climatique n'est juste qu'une des multiples conséquences de ça. C'est l'un des multiples symptômes de cette maladie. Si demain nous avions de l'énergie entièrement décarbonée, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui, bien sûr que ce serait une bonne nouvelle. Je l'ai dit, la décarbonation tout à l'heure, elle est vitale. Si on ne décarbone pas, si on n'y arrive pas, mais en valeur absolue à l'échelle planétaire, attention, hein, pas au niveau d'un frigo ou d'une voiture. Si on n'y arrive pas, pardon, si on ne décarbone pas, le symptôme changement climatique va finir par nous tuer, tellement il est grave. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'en occuper. Pour autant, si nous avions une énergie entièrement décarbonée, imaginons, est-ce que ce serait une solution?
Une bonne nouvelle, oui, on vient de le dire, mais une solution? On aurait une énergie, toute décarbonée soit-elle, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets, mesdames et messieurs. On continuerait d'extraire, de transformer, de détruire, de polluer, d'asphyxier. Voilà ce qu'on continuerait de faire. Pourquoi? Et parce que nous sommes dans des sociétés qui sont productivistes. Productivistes, consuméristes, matérialistes, croissancistes, capitalistes sous sa forme la pire, capitalistes d'accumulation sans limite. Nécessairement extractivistes en amont, destructrices, polluantes à mort et de plus en plus, et toujours plus vite, jusqu'à ce que ça se casse la gueule, quoi, en fait. Pourquoi c'est important de faire la distinction entre la maladie et les symptômes? Alors, une petite métaphore qui ne fait pas plaisir, mais en même temps, où on en est, elle a le mérite d'être claire. Imaginez que vous ayez des problèmes de maux de crâne à répétition, que vous ayez des ennuis dermatologiques et des problèmes de digestion. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des solutions. Bonne nouvelle, il y en a. Pour les problèmes de tête, du paracétamol ou de l'ibuprofène. Pour les problèmes de peau, alors là, vous ne savez pas trop, vous allez voir un spécialiste réputé, un dermato qui va vous dire ça, c'est la pommade qu'il vous faut. Pour les problèmes de ventre, vous ne savez pas trop, vous allez voir un autre spécialiste, tout aussi réputé dans son domaine à lui, un gastro-entérologue qui va vous dire mais ça, c'est la tisane magique pour vous. Et voilà, c'est bon. 3 problèmes, 3 solutions. Donc, on peut continuer avec ces petits ajustements quotidiens sans se remettre profondément en question. Oui, sauf si ce ne sont pas des problèmes, mais des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Il faut avoir compris la dimension, le caractère systémique de la problématique pour comprendre que la véritable thérapie qu'il faudrait développer n'a strictement rien à voir avec les réponses aux différents symptômes. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Et ça, voyez-vous, mesdames et messieurs, personne ne l'a compris. Il faut que vous compreniez ça, et il faut que vous compreniez que ça, personne ne l'a compris. Il faut que vous compreniez que tout ce que l'on fait, c'est faire venir des experts des différents sujets, et chacun a ses solutions, et que la somme de ces solutions, ce sera paracétamol plus pommade plus tisane, mais que si on ne s'attaque pas à la maladie, le cancer sera toujours là. Et je n'ai pas dit qu'ils disaient des bêtises, les fameux experts ou les fameux scientifiques. Il faut suivre leurs recommandations, parce qu'il faut traiter les différents symptômes. C'est vital, j'ai déjà dit, vital et dérisoire. Vital est totalement illusoire si on ne s'attaque pas aussi à la maladie. Donc quand on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et qu'on nous donne des leviers pour décarboner, etc. Oui, bien sûr, 1000 fois. Mais quand on nous dit ce sont des solutions, non. Mauvais usage, très mauvais usage du mot. Un systémicien ne raisonne pas en problème-solution. Ce n'est pas aussi binaire que ça. Les solutions créent leurs propres problèmes. On ne réfléchit pas en cause-conséquence. Les conséquences rétroagissent 9 fois sur 10 sur les causes. Donc ce sont des choses beaucoup plus complexes. C'est un système qui est interactionniste. Il faut voir les modalités et les règles d'interaction entre les éléments constitutifs du système. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et pour nous, ça va être des questions essentiellement, dans un premier temps, culturelles. Des questions d'usage, des questions de comment on se présente son rôle, sa responsabilité, son avenir, ce qu'on veut, tout ce à quoi on est prêt à renoncer. Et en plus, je ne vais pas rentrer dans un grand cours de philosophie, mais on sera tellement plus heureux si on renonce au superflu. Tellement plus heureux. Parce qu'on nous a menti là-dessus. Plus égale mieux, on nous a dit. C'est faux, ça nous rend fous. On n'a jamais eu accès à plus d'informations qu'aujourd'hui. On sait de moins en moins de choses. On n'est plus capable de faire la différence entre la vérité ou le fait et l'opinion. On est capable de faire plus de choses qu'on n'a jamais fait de toute l'histoire. Incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors on fait tellement qu'on n'accomplit plus rien. Et au final, on est vide et on se relève un jour, on se regarde en arrière et dit merde, j'ai passé ma vie à faire du superficiel. Je n'ai pas dit que c'était votre cas à tous, mais les générations les plus jeunes, là, je me demande bien ce qu'ils vont se dire. Là. J'ai passé ma vie sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils vont se dire dans 30 ans? Bref, on va vers le plus superficiel, de plus en plus, c'est terrible. Nous avons plusieurs façons, un système qui a une limite, tous les systèmes ont une limite, on retrouve la courbe rouge et la courbe verte ici, il a 4 façons de réagir lorsqu'on lui applique une pression croissante au fil du temps. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans
Ça, c'est facile à modéliser en dynamique des systèmes. Ça a été également derrière validé et survalidé dans plein de champs, sur le terrain. Globalement, voilà les 4 manières, idéalisées en l'occurrence, de réagir d'un système. Tant que la courbe rouge reste au-dessous de la courbe verte, le système y tient. Courbe rouge qui monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prélève plus, qu'on transforme plus, qu'on détruit plus, qu'on pollue plus. Mais si ça reste en dessous de la courbe verte, ça veut dire que ça renouvelle les ressources plus vite encore qu'on ne les prélève, que ça se répare plus vite qu'on ne détruit, que ça absorbe plus vite qu'on ne pollue. Donc, je ne dis pas que c'est bien d'avoir la courbe rouge qui augmente, mais si c'est en dessous de la courbe verte, le système y tient. La question c'est, que se passe-t-il? Là, on est en bas. Si la courbe rouge passe au-dessous de la courbe verte, je vous ai dit qu'on y était là, et au niveau planétaire, et qu'on l'était depuis déjà plus d'un demi-siècle. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? 2 choses à savoir. La première chose, c'est que quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte décline. Et ça, on peut le comprendre tout de même. C'est-à-dire que quand on prélève plus que ça ne régénère les ressources, ben forcément, ça n'est pas durable. La quantité de ressources qui peut être régénérée, elle diminue au cours du temps. Notre capacité à extraire diminue au cours du temps. La courbe verte décline. Ensuite, si on détruit plus vite que ça ne se répare, le système il se dégrade, quoi. Donc sa capacité de réparation future, elle est moins bonne. Quand on pollue plus vite que la capacité d'absorption, il y a une bioaccumulation, si vous voulez, des déchets et des pollutions qui fait qu'au final, le système il est moins bon pour absorber d'autres déchets et des pollutions, donc la courbe verte décline. Ça, c'est la première leçon à retenir. Quand la courbe rouge passe au-dessus de la verte descend. La deuxième leçon à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions ou ne fassions pas, la courbe rouge repassera sous la courbe verte. Parce que la courbe rouge ne peut pas rester indéfiniment au-dessus de la courbe verte. Pour schématiser, on ne peut pas durablement prélever de la nature davantage que ce qu'elle est capable de fournir. Mais c'est juste totalement impossible. La courbe rouge, elle repassera sous la verte. Soit on le comprend, on essaie de l'organiser, soit on le subira. Et puis on réalisera que les lois humaines, elles valaient ce qu'elles valaient, que notre génie, notre volonté, notre tout ce qu'on veut, ça va s'effacer et laisser la priorité aux lois de la physique. Voilà, tout simplement. Nous allons vers une descente énergétique et matérielle. Parce que la courbe rouge va redescendre en dessous de la courbe verte. Nous allons avoir, en tendance lourde dans les prochaines décennies, moins d'énergie et moins de matières premières. On est en train de rentrer dans la zone rouge. Et là où ça va s'accélérer significativement, c'est probablement durant les années 2030. Après, une fois de plus, ça va dépendre de qui on est, où on est, et de ce qu'on fait, à quel point on a des moyens, mais même les ultra-riches. Même eux, ils vont le sentir passer. Ils pensent peut-être pas, ils pensent pouvoir se bunkeriser ou s'acheter des îles, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais ils vont être vite rattrapés par les exponentielles. L'exponentielle est fourbe. Nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières en tendance lourde et pour régler plus de problèmes, hélas, parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique déjà bien engagé, d'effondrement écologique déjà bien engagé, avec des disruptions logistiques également, parce qu'on n'aura plus autant d'hydrocarbures abondants et bon marché que l'on veut. Il va y avoir donc des raréfactions et même des pénuries, avec des déstabilisations sociétales ou territoriales, des insécurités et des conflits. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes contents de m'avoir invité. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus désagréable de ce que j'ai à vous dire. Mais je n'ai pas tout à fait fini, on va continuer, parce qu'il faut quand même évoquer nos vulnérabilités face à tout ça, parce qu'on peut-être qu'on pense que oui, mais on a les moyens de quoi? Nous sommes directement, toutes nos activités en fait, sont directement ou indirectement liées à des flux d'approvisionnement qui, pour la grande majorité, quasi tous en fait, demandent du pétrole et du gaz. Même le train en France, vous supprimez le pétrole et le gaz, le train a beau rouler à l'électricité, la SNCF met la clé sous la porte en quelques mois tout au plus. Parce que comment les agents de la SNCF vont travailler, comment on entretient les voies, comment on répare les machines, etc. Donc, même ça ne marche pas très longtemps sans gaz et sans pétrole. Nous avons également une dépendance à des réseaux et des infrastructures, eau, gaz, électricité, télécommunications, qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent énormément d'énergie et de matières premières et toute une macrostructure technique extrêmement développée. Peut-être certains d'entre vous connaissent ça très bien ici, je ne sais pas. Nous avons face à nous, comme vous le savez sans doute si vous êtes dans le secteur, de nouvelles problématiques, avec notamment le retrait-gonflement des argiles dans les sols, avec des problèmes, des impacts sur le bâti, sur les infrastructures, sur notre capacité de maintenir tout ça, de maintenir les flux, de maintenir nos capacités de gestion de crise, etc. etc. Ah, puis des problèmes d'assurabilité également, vous le savez sans doute. Et puis, nous avons des problèmes également qui sont liés au fait que nous sommes trop dépendants de certaines technologies pour des choses vitales. Pour ce qui n'est pas vital, à la rigueur, on s'en fiche, mais pour des choses vitales. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal que pour manger, nous dépendions de machines qui utilisent des puces qui sont produites dans une
dans une ou l'autre, usines qui sont toutes les deux à Taïwan. Et ces puces-là sont produites sur une machine qui n'est produite que dans une seule usine au monde, aux Pays-Bas. Voilà. Vous trouvez ça normal. Pour l'essentiel de la production de nourriture industrialisée. C'est un peu bizarre. On est beaucoup plus dépendant que ce qu'on le croit de certains nœuds critiques dans le système qui, si jamais ils sautent, ou quand ils sauteront, quand ils arrêteront de fonctionner, il va y avoir une propagation de choc dans le système qui peut être magistrale. Nous avons, en plus, on est rentré de plein pied dans l'ère des cyberrisques. On a des virus qui attaquent les réseaux électriques, qui attaquent les chargeurs de véhicules électriques maintenant, qui attaquent les oléoducs, qui attaquent les terminaux pétroliers. Ici, en l'occurrence, il y en a eu, c'était il y a 2 ans surtout, il y a eu un gros pic d'attaque en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Nous avons des piratages également des centres de gestion de la logistique, de la grande distribution, des hôpitaux, des mairies, etc. Donc dans ce contexte-là, est-ce que c'est bien malin, pour ce qui est vital, de dépendre exclusivement de technologie et de ne plus savoir faire, même si c'était un peu moins efficace, on est d'accord, comme on faisait avant. Le jour où ça va arrêter de fonctionner, parce que ce jour va arrêter de fonctionner, ça va arriver, il y a un jour où ça arrêtera de fonctionner. Et il y a un jour où les systèmes qui sont censés intervenir en cas de panne pour réparer, eux-mêmes ne fonctionneront plus. Il y a un jour où ça va arrêter. Pourquoi ? Parce que pour qu'on puisse réparer rapidement, comme ça a été encore le cas dans la péninsule ibérique, il faut que tout fonctionne bien. Tant que tout va bien, tout va bien. Tant qu'il y a toutes les entreprises, tous les sous-traitants, tous les spécialistes, les pièces de rechange qui sont disponibles, qu'on a l'argent pour le faire, que la personne qui travaille, elle peut se rendre d'un point A à un point B sans problème, que sa famille, il n'y a pas de souci, c'est stable, elle a de quoi manger, que tout va bien, alors on peut réparer et repartir. Voilà. Mais tout ça, mesdames et messieurs, je ne dis pas tout et surtout pas du jour au lendemain, mais ça va commencer à se craqueler, à se déliter un petit peu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que la courbe rouge va redescendre en dessous de la courbe verte, et que ça va entraîner du coup une contraction des flux d'énergie et de matière, et qu'en tendance globale, il y a une forte corrélation entre cela et notre capacité à produire de la valeur ajoutée économique, du PIB, du chiffre d'affaires. Donc cette contraction d'énergie et de matière, cette descente énergétique et matérielle, on peut dire aussi, va entraîner une contraction économique. Que faisons-nous ? Est-ce que du coup, on change de système pour organiser nous-mêmes plutôt que de le subir, cette contraction économique, sans que ce soit une casse sociale terrible, ou est-ce qu'on reste dans ce système, qui est un système qui ne peut que croître, et qui donc, face à une contraction économique imposée par les lois de la physique, va se casser la gueule? C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi l'effondriste. L'effondriste, c'est à peu près n'importe quel économiste néoclassique, mainstream, qui dit en permanence, mais la décroissance, c'est de la folie. Ce serait l'effondrement de notre modèle social. Si ça arrête de croître, ça s'effondre. C'est eux qui le disent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste dans un système qui ne peut que croître, sachant que bientôt ce ne sera plus possible? Ou on essaie de changer de système? On dépend de chaînes d'approvisionnement. Également pour la nourriture, cette étude de 2017 a évalué que dans les 100 plus grandes aires urbaines françaises, l'autonomie alimentaire moyenne était de 2,1%, c'est-à-dire que ce que consomment alimentairement les citadins provient d'un autre territoire à 97,9% en moyenne. Parce que notre système, il est optimisé financièrement. C'est efficace. Il a fallu se spécialiser pour être compétitif. Chaque territoire ne peut pas tout produire. Donc il produit juste un certain nombre de choses. Il essaie de le faire du mieux possible, de la manière la plus compétitive possible. Et il exporte quasiment tout ce qu'il produit. Et il importe quasiment tout ce qu'il consomme. Parce que ça ne coûte rien de faire venir ou d'envoyer à Perpète-les-Ouilles. Parce que, pourquoi? Mais parce qu'il y a une abondance de pétrole et de gaz à bon marché. Alors c'est bon. C'est bon. Tant qu'il y a une abondance donc, de pétrole et de gaz bon marché. Les solutions qui nous sont proposées face à ça, elles relèvent du développement durable. Je vais aller très vite. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, prendre plus de temps, il y a d'autres conférences de moi un peu plus longues, encore un peu plus longues. Mais bon, passons. Le développement durable, ça date de 1987 officiellement, le rapport Brundtland. Mais que veut dire durable? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va durer? Mais pas du tout. La durabilité au sens où ça a été défini dans le développement durable, c'est une durabilité définie par des économistes néoclassiques. Et pour un économiste, la durabilité... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les gens ont dit, on répète souvent ça comme des perroquets, le développement durable, c'est répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. D'accord. Mais ce n'est pas ça qui est écrit dans les rapports. Dans les rapports, c'est des économistes qui ont écrit que c'est durable si la quantité globale de capital qu'on lègue aux générations futures est pas inférieure à la quantité globale de capital que l'on a actuellement. Voilà comment c'est défini en réalité. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le premier verre dans la pomme. Deuxième verre dans la pomme, c'est qu'en plus de ça, les économistes sont, comme je l'ai dit, néoclassiques. Et sans faire un cours d'économie, je vais dire la chose suivante.
L'école de pensée néoclassique en économie a relié les différents éléments de l'économie, que ce soit le taux de chômage, l'inflation, la dette, la croissance, etc., par des équations mathématiques. Les équations mathématiques qui relient tout ça. Ok, ces équations mathématiques, elles viennent d'où? Elles viennent de démonstrations mathématiques qui ont été effectuées, un peu comme des théorèmes qui ont été démontrés par des gens qui étaient très forts en mathématiques. Sauf que ces gens, tout aussi forts qu'ils soient, ces gens, pour faire la démonstration, ils ont posé quoi? Des hypothèses. Systématiquement, on commence par poser des hypothèses. Remontons donc, c'est ce que j'ai fait en 2013, remontons donc aux hypothèses de la théorie néoclassique, et là, les bras nous en tombent quand on a un minimum de bon sens. Parce que c'est totalement hors sol. Donc parmi les hypothèses, notamment, on a celle qu'on doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de l'économie classique qui a évolué en théorie néoclassique. Les ressources naturelles, a-t-il écrit, sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. En 2025, on considère que la plupart des ressources naturelles sont inépuisables. Et dans certains cas où on reconnaît qu'elles peuvent être épuisées, on dit oui, mais le génie humain étant infini, nous trouverons toujours un moyen de substituer. Donc, soit il n'y a pas de limite, soit il y en a une peut-être, mais il n'y a pas de limite à notre capacité à dépasser la limite. Par définition, par hypothèse. Deuxième hypothèse importante, on la doit à Robert Solow, qui a eu le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred Nobel, dit prix Nobel d'économie, mais ce n'est pas un vrai prix Nobel. Il est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Solow, qui est central dans notre économie. Le modèle de Solow, c'est une démonstration mathématique qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Ah, c'est génial ça. Et donc il l'a démontré mathématiquement. Mais pour le faire, il a dit, oui, mais si et seulement si, l'hypothèse suivante est... oui, bref, vous l'avez compris. Si celle-ci, c'est bien, si c'est bon, si c'est OK. L'hypothèse suivante, c'est quoi? C'est la substituabilité des facteurs de production. Dit autrement, les différentes formes de capitaux qu'on utilise pour produire quoi que ce soit sont interchangeables entre elles. OK, allez, maintenant on revient à notre histoire de durabilité. La durabilité pour ces gens-là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'imaginez que tous les insectes pollinisateurs disparaissent. C'est pas grave, on les remplacera par des drones. C'est un capital naturel qui est interchangeable par un capital technique. C'est durable. Les drones arrêtent de fonctionner, on le fera à la main. Voilà, capital technique interchangeable avec un capital humain. Une force de travail. C'est durable. Si on coupait tous les arbres de la planète, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Si on le laisse pourrir par terre, c'est une perte de capital. Mais si on utilise le bois pour faire plein de choses, des objets, des outils, des machines, des usines, de l'énergie, du mobilier, de l'immobilier, attendez, il n'y a pas de perte de capital. Il y a transformation d'une forme de capital vers d'autres formes de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps. C'est durable. Voilà ce que signifie durable, au sens du développement durable, mesdames et messieurs. Et je n'ai pas dit que tout ce qui venait du développement durable était mauvais. Je dis juste que le concept général de développement durable est totalement hors sol et qui considère qu'il n'y a pas de limite. Alors, au début des années 90, il y a un groupe d'économistes et de scientifiques qui se sont réunis et qui ont dit « mais ça c'est débile ». Et ils ont proposé une autre version de la durabilité qu'on appelle maintenant la durabilité forte. Ils ont dit qu'il fallait à minima respecter plusieurs principes, ne pas extraire les ressources plus vite qu'elles ne s'épuisent, ne pas polluer plus vite que ça n'absorbe, ne pas détruire plus vite que ça ne se répare, minimum, pour que ça puisse être véritablement durable. Donc, allez vous renseigner. Vraiment, je vous en prie, passez un quart d'heure dans votre vie à lire sur durabilité faible et durabilité forte. Vous trouverez ça sur Wikipédia, vous verrez que j'invente rien, vous verrez que le développement durable, c'est de la durabilité faible, et que la durabilité faible dans un monde fini, c'est non durable. Et donc ça ne durera pas. Voilà, parce que vous verrez assez rapidement. Et juste pour parler de la technologie, ne comptez pas sur elle pour vous sauver, ce n'est pas son job. La technologie est un outil mis au service d'un projet. La question c'est quoi le projet? Voilà. Quand on développe de nouvelles technologies, il y a toujours des bonnes applications qui arrivent, toujours des trucs bien, dans le flot des trucs pas bien. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une accélération terrifiante vers le pas bien, avec quelques bons usages par-ci par-là. Globalement, ça va accélérer le problème, comme toutes les autres dimensions technologiques. Tant qu'il n'y a pas un nouveau projet, il n'y a pas de solution technologique. Et la décroissance, ou la croissance verte, c'est-à-dire la croissance verte, c'est on pourrait continuer de croître économiquement, mais tout en soulageant la nature. Alors attention, je dis juste vite fait une chose là-dessus. Je ne suis pas là pour vous vendre l'idée de décroissance, parce que je vais vous dire la vérité, je ne crois pas que ça puisse marcher. En tant que levier politique, on ne voit pas des gens décider au niveau d'un pays ou d'un groupe de pays qui va mettre en place une politique de décroissance. Donc j'y crois pas 3 secondes. Mais les principes sont bons. C'est quoi les principes? Parce que j'entends tout de suite des gens dire dans cette salle « mais les décroissants sont fous !» C'est une casse sociale terrible. D'ailleurs, regardez, pendant la Covid, on l'a bien vu.
La décroissance a jeté dans l'extrême pauvreté des dizaines de millions de personnes supplémentaires. Ce à quoi je réponds, parce qu'il y a eu des politiques de décroissance qui ont été menées pendant la Covid. Il n'y a pas eu de décroissance pendant la Covid. Il y a eu une contraction économique dans un système de croissance. Un système qui ne peut et ne sait que croître. Et lui, il n'aime pas, effectivement, quand ça arrête de croître. Le contraire de la croissance, ce n'est pas la décroissance. La décroissance, c'est un projet politique. On l'aime ou on ne l'aime pas. Le contraire de la croissance, c'est la récession. Si ça dure longtemps, on appelle ça une dépression économique. Donc, il faut remettre les mots à leur place. Et on nous dit que finalement, il y a deux visions subjectives du monde. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible et d'autres qui disent que c'est impossible. C'est une divergence essentiellement idéologique, n'est-ce pas? Si c'est idéologique, chacun fait son choix et puis voilà. Vraiment, c'est idéologique? Mais bien sûr qu'il y a de l'idéologie qui vient se mettre là-dessus. Et moi, l'idéologie, c'est pas mon truc. Je suis un ingénieur. On enlève l'idéologie. Qu'est-ce qui reste? Il reste rien? Si. Il reste une différence fondamentale entre les deux manières de voir le monde. À gauche, ça ne tient jamais compte des limites écologiques, des lois de la nature, des processus biophysiques ou biogéophysiques. À droite, ça essaie d'en tenir compte. C'est parfait? Non. Mais au moins, on comprend qu'il faut organiser une descente énergétique et matérielle et faire en sorte que ce ne soit pas une casse sociale. Sinon, on subira ça. Voilà. Ce n'est pas une finalité, la décroissance. Pour ceux qui la prônent, une fois de plus, moi je ne fais que clarifier les termes du débat pour essayer de sortir de ces chapelles un peu simplistes, on va dire, ou fallacieuses. Mais d'un côté, aujourd'hui, on est sur un paradigme sociétal qui est littéralement insoutenable. C'est de la croissance quantitative infinie, c'est pas durable. Et l'idée, c'est de passer, après une phase de décroissance, en valeur absolue, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent croître, d'autres qui doivent décroître, mais en valeur absolue, les flux d'énergie et de matière décroissent et on régénère la biosphère aussi au passage, et on atterrit vers autre chose, un paradigme post-sociétal qui serait post-croissance ou alter-croissance, vous appelez ça comme on veut. Il y aurait de l'économie là-dedans, et des choses qui y auraient cru, des choses qui se seraient développées, mais d'autres qu'on aurait littéralement arrêtées. Bon, mais ça c'est la théorie. Je ne vois pas comment on le ferait, et donc c'est foutu, il est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Donc évidemment, je ne veux pas vous laisser là-dessus, parce que si c'est des idées qui vous traversent, on va juste expliquer. C'est foutu, ça ne veut rien dire. C'est absurde de penser c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? Certaines choses, oui. Tout, non. Est-ce qu'il n'y a pas des choses importantes qui ne sont pas encore foutues? Si. Bon. Eh bien, tous sur le pont alors. Maintenant, il faut se battre. Il faut s'engager maintenant. Parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut avoir un côté plombant, j'en ai conscience. Ça peut aussi avoir un côté libérateur. Bon, allez. Jusqu'à présent, j'ai tourné autour du pot, on l'a tous fait, plus ou moins. Bon, là, on rentre dans le pot, on y va. Allez, c'est bon. Allons-y. Si ce n'est pas nous, qui? Il est trop tard. Pourquoi? Pour éviter une catastrophe? Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour éviter une catastrophe encore pire? Non. Il y a des catastrophes dont on pourra se relever si on s'y prépare correctement, et je vais vous dire comment faire après. Et d'autres dont on ne se relèvera pas. Alors, on anticipe ou pas? On suit le flot comme tous les autres couillons qui ne verront pas venir? Ou on fait partie de ceux qui anticipent et qui se disent, bon, je vais avoir un petit plan B et je vais le co-construire avec les gens autour de moi. Il est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir pour ce système, non, mais pour un autre. Allez, bien sûr qu'il y a de l'espoir pour autre chose. Comment on réagit face à tout ce que je viens de dire, mesdames et messieurs? Déjà, on fait exposer un certain nombre d'idées. Par exemple, c'est quoi les solutions? Non, ce n'est pas la bonne question. Il y a plein de petits problèmes. Et quand je dis non, alors, excusez-moi, parce que c'est très dénigrant, je ne voulais pas dire ça. Il y a plein de sous-problèmes. Ils peuvent être gros, mais c'est des sous-problèmes du problème global, pour lesquels il peut y avoir des solutions, et ce n'est pas moi. Là, vous allez voir un spécialiste de ce truc-là qui a une solution peut-être adaptée à ce problème-là. Maintenant, au grand problème dont moi je vous parle, faire redescendre la courbe rouge en dessous de la courbe verte à l'échelle planétaire, je suis désolé, mesdames et messieurs, on n'a pas les bons leviers, il n'y a pas de solution. Donc il faut absolument, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, absolument activer à mort les premiers leviers, tout ce qui peut atténuer, adapter, pour tout ce qui peut réduire les externalités négatives, maximiser les externalités positives. En fait, tout ce que l'on vous dit, on vous dit c'est les solutions, ça n'en est pas. Mais ce n'est pas grave, il faut le faire quand même le plus possible. Et anticiper sur le fait que ça ne va pas suffire. On aura juste limité la casse et c'est déjà beaucoup, mais ça ne va pas suffire. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire derrière? Eh bien, on va le voir maintenant. Déjà, on va se raconter différemment nos perceptions de l'avenir. Il va falloir se réinventer, se repenser nous-mêmes. C'est quoi le rôle qu'on veut jouer demain, soi-même? Là, je viens vous chercher, vous, personnellement, la personne que vous êtes, l'humain que vous êtes, le citoyen que vous êtes. C'est vous que je viens chercher, avant d'être le professionnel ou je ne sais quoi, avant de vous réduire à une fiche de poste avec des possibilités, des attributions et des limites. Vous voulez être quoi? Vous voulez vous voir comment demain? Vous voulez que ce que vous aimez vous voir comment? C'est là vraiment, aujourd'hui, on en est là. C'est la première question. On en est à un de ces moments. Je suis désolé.
On en est à un de ces moments de l'histoire, il faut faire un choix. Et ne pas choisir, maintenant que vous avez vu cette conf, c'est choisir. D'un côté, les héros, entre guillemets. De l'autre côté, les monstres, les cons, les lâches, les fous. Vous voulez quoi? Les récits influencent nos perceptions de l'avenir, donc il va falloir travailler sur des récits. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut? La Smart City. Bon, mais ça, c'est la continuation, l'accélération du système actuel. C'est aussi, accessoirement, le rêve de tout dictateur. Mais passons. Si on peut tout contrôler, là où sont tous les gens, c'est formidable. Est-ce que c'est le transhumanisme qu'on veut mettre en avant comme vision de l'avenir, comme imaginaire? Ça, c'est ce que nous promet des gens comme Elon Musk. Vas-y, Elon, mets-toi mettre ta puce. On te suit. Moi, je serais ravi quand il se fera hacker sa puce ensuite. C'est ça qu'on veut ensuite? Ou de ça? Alors moi, j'aime bien ça, mais c'est différent. Ça, c'est des gens qui, au niveau local, se mettent ensemble pour travailler sur une partie de choses essentielles. Un peu d'énergie, un peu de bouffe, un peu d'habitat. Mais je ne suis pas en train de prétendre que c'est la solution à tous les problèmes dont je vous ai parlé. Non, par contre, ce que je vous dis, c'est qu'apprendre à travailler ensemble sur ce genre de choses au niveau territorial, ça va devenir absolument indispensable pour pouvoir faire le reste. C'est une condition de résilience collective de base. Et ce genre de choses, ouais, ça va être notre capacité à tenir pour construire quelque chose une fois que ce système sera parti en capilotade. Mais il n'y a pas un problème là? Ça fait envie à qui? À quelques-uns, toujours les mêmes, qui font de l'entre-soi. Et puis ça se... Pourtant, les principes ne sont pas mauvais. Hein. Travailler ensemble sur des choses essentielles pour retrouver et redevenir un peu maître de son destin sur des choses au cas où ça irait mal. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la gestion de risque. Ma foi, c'est plutôt sensé. C'est une question de sécurité. Ça devrait parler à tout le monde, non? Bon, alors maintenant, il est temps de façonner un nouvel éventail d'imaginaire collectif. Il faut incarner ces idées-là de façon beaucoup plus diversifiée. Voilà. Parce que moi, si vous voulez, je vois passer énormément de super projets. Il y a quelques mois de ça, j'envoie une vidéo d'un super projet à un ami à moi. Et je lui dis, tiens, regarde, ce projet m'a l'air vraiment chouette. Bon, puis j'ai pas de nouvelles. Donc quelques jours plus tard, je dis, au fait, tu as vu la vidéo? Il me dit, oh non, oh non, j'ai allumé. Dès la première seconde, il y a un mec en Sarwell avec des dreadlocks. J'ai abandonné. Voilà. Ok. Bon, ben donc, il ne faut pas que ça. Il faut peut-être des gens en Sarwell avec des dreadlocks, et puis il en faut d'autres. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, il va falloir multiplier les choses, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir, oui, mais d'espoir lucide, qui tiennent la route, qui prennent en compte une partie de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Parce que sinon, l'imaginaire actuel, c'est l'imaginaire vers l'infini et au-delà, on s'en est toujours sorti, on s'en sortira toujours. Il va exploser en vol, et qu'est-ce qui va prendre le relais si on ne fait rien? Les replis. Les imaginaires, nous contre eux. Repli identitaire, repli culturel, repli de classe, repli de caste, repli individualiste, repli religieux, repli communautaire, repli survivaliste. Et même les gentils transitionneurs qui font leur ferme en permaculture avec quelques potes. Si c'est que ça leur projet, c'est un repli. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont un super projet, ils sont proches de l'autonomie, hein, alimentaire, énergétique. Je dis, oh, bravo. Ils disent, oh, on est vachement résilients. Je dis, non, vous l'êtes moins que le reste de la société. Pardon? Alors, en général, ils n'aiment pas quand je leur dis ça. Mais pourquoi? Parce que vous êtes plus résilient que le reste des gens tant que la société va bien. Et le jour où la société commence à dysfonctionner sérieusement, tout le monde va venir vous voir. Et vous serez les premiers à tomber. Ça ne se construit pas individuellement ou en petit comité. C'est territorial, mesdames et messieurs. C'est ça la bonne échelle, ce sont les territoires. Puis ensuite des réseaux interterritoriaux. Au cœur de tous ces projets, il y a cette notion de résilience. Ce n'est pas la finalité, la résilience. C'est un moyen pour passer le cap et retomber sur nos pattes. Parce que si les chaînes d'approvisionnement finissent un jour par s'arrêter, ou en tout cas par dysfonctionner tellement qu'il n'y a plus suffisamment de nourriture pour tout le monde et que les gens ne peuvent pas assez rapidement se réorganiser et réapprendre à produire leur propre nourriture, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être n'importe quoi, ça va être le chaos, au début l'État va pouvoir gérer, mais jusqu'à un certain point seulement, et puis assez rapidement, tu vas avoir des millions de couillons qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons, et qui vont aller dégommer tout ce qui se bouffe, tout ce qui reste encore de vivant en fait. Et après, on ne s'en relève pas. Ça. Donc, il faut à tout prix avoir construit de la résilience avant que ça bascule. Et quand je dis « on », c'est qui? C'est vous, là, dans cette salle. C'est la petite minorité qui aura compris. Ça ne peut pas être tout le monde, c'est forcément une minorité. Mais une minorité bien organisée, elle peut tout changer. Elle changera tout.
Bon, la résilience, globalement, c'est la capacité d'un système d'abord à encaisser un choc, ce qu'on appelle la robustesse, puis des fluctuations, des variations. Mais si ça dépasse un certain seuil, si le choc est trop grand, alors il faut arrêter de vouloir résister. Il faut basculer en mode dégradé. C'est ce qu'on appelle l'adaptabilité d'un système. Et plus il est adaptable, moins il se dégrade au passage. Et globalement, on doit sacrifier certaines fonctions secondaires et puis se maintenir sur se focaliser sur des fonctions essentielles et sur des communs, ce qu'on va appeler des communs, en tout cas des ressources et des infrastructures essentielles, pour pouvoir ensuite rebondir, ce qu'on appelle la flexibilité d'un système. Et la cerise sur le gâteau, c'est malheureusement rarement le cas, la transformabilité, qui est la capacité du système à évoluer vers un autre paradigme. Donc c'est profond comme évolution. Ça, c'est une autre version de cette courbe, plus détaillée. Vous voyez, elle est compliquée. J'espère qu'elle est suffisamment claire. Je vous laisserai aller la voir. Je n'ai pas le temps de voir ça en détail. Allez la voir sur le slideshow. Les risques conventionnels sont des risques événements. Ils ont un début et une fin, quelque part. Voilà. Et ça, c'est quasiment tous les risques tels qu'ils sont identifiés, ces événements. Donc, circonscrits dans l'espace et dans le temps. Ce sont des crises, des parenthèses que l'on gère plus ou moins bien, on revient à la normale. Alors que moi, je vous parle de risques systémiques qui sont des processus, mesdames et messieurs, qui ne sont pas circonscrits, ils sont sociétaux. Voilà. Et quand je dis sociétaux, c'est même pas une société, c'est multisociétal, c'est transsociétal, c'est des choses qui vont marquer la planète entière, pas en même temps, mais ce sera supranational. Et c'est la fin d'une ère. La fin de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché, qui probablement sera la fin d'à peu près tout le reste abondant et bon marché aussi. Donc, dans ces conditions-là, à gauche, on reste sur l'approche classique, prévention des risques, gestion de crise, retour à la normale, ou alors on fait de la résilience systémique, c'est-à-dire de la résilience face à ces risques systémiques dont je vous parle, des systèmes socio-écologiques, sociétés humaines, mais surtout sans penser que ça doit se faire en interaction et de façon régénérative, si possible, avec les écosystèmes et la nature. À gauche, il y a un maintien du statu quo, alors qu'à droite, c'est transformatif. C'est nécessairement collectif. Et c'est culturel, profondément culturel. C'est pour ça que maintenant, je vais vous parler de leviers, de changements que vous pouvez et devez activer, qui sont d'une nature culturelle. On n'a pas l'habitude, mais c'est pourtant là qu'il va falloir aller. À gauche, les rapports de force sont inchangés, alors qu'à droite, on empouvoir les gens. On leur permet demain, si jamais ça se produit, de ne pas simplement subir. En France, les secteurs d'activité d'importance vitale, il y en a 12 répertoriés par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Dans les secteurs d'importance vitale, vous trouverez l'alimentation, parce que manger, c'est important, mais vous ne trouverez pas l'agriculture. L'agriculture. Produire de la nourriture, ce n'est pas d'importance vitale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun lien qui est établi entre produire et consommer. Aucun. Parce qu'on n'imagine pas qu'il pourrait y avoir un problème systémique qui toucherait, par exemple, parce que l'Europe ou la France n'a plus assez de pétrole, qui toucherait l'ensemble du modèle agricole français d'un seul coup. Ça, on ne l'imagine pas. Pour nous, les risques, c'est forcément des problèmes qui sont territoriaux, qui sont sur un territoire, limités dans l'espace et dans le temps. Bon, à ce moment-là, il y a un problème là, et les autres territoires, l'État intervient et on gère le problème. Puis plus tard, il y a un autre problème ailleurs, on le gère. Mais l'idée où ça serait partout en même temps, ça, on ne l'a pas pris en compte. Donc, les thématiques, les problématiques d'alimentation sont exclusivement réduites à une problématique de stock et d'approvisionnement, mais pas de production. Alors, il y a 4 grandes familles de propositions en fait, qui circulent dans le monde. La première famille, c'est business as usual ou more of the same, on va toujours plus loin. C'est tout ce qui nous emmène dans le mur, je ne développe pas. C'est à la fois le système actuel qui nous emmène dans le mur et les soi-disant alternatives anti-système qui prétendent que ce sera mieux, mais qui, parce qu'elles tournent le dos à la science, nous promettent des choses encore pires. Ça, de toute façon, c'est ce qui nous amène dans le mur. Certaines personnes disent, bon, alors, ça va nous mener au chaos. Du coup, on va... Deuxième catégorie, faire une transition. Et là, on est dans à peu près tout ce qui nous est proposé comme idée. Toutes les solutions qui nous sont présentées rentrent dans cette catégorie, ou presque. Mais certains disent, ouais, mais si ça ne suffisait pas, si ça ne marchait pas. Non, il faut des changements beaucoup plus profonds. Pas des changements dans le système, mais des changements de système. Alors là, on est vraiment sur des changements paradigmatiques beaucoup plus profonds. Nouveau paradigme. Les règles fondamentales changent. Les règles de l'économie, par exemple. Là-dedans, on peut trouver la décroissance. On peut trouver même les anticapitalistes, par exemple. Ou les gens qui nous proposent des modèles de société basés sur autre chose que l'argent. Ou des gens qui disent qu'il faut changer notre rapport au reste du vivant. Bon, ok. Moi, je fais partie des gens qui disent, ok, c'est bien gentil, mais et si ça n'arrivait jamais ? Parce qu'en fait, là, il y a des très bonnes idées. Pas tout, mais il y a des bonnes idées. Mais si ça n'arrivait jamais ? Et donc, une quatrième famille de propositions, qui est de l'anticipation des points de bascule, et c'est de la gestion des risques. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de suivre, mais il en faut au moins quelques-uns qui suivent et qui comprennent qu'il faut le faire et de façon coordonnée.
Donc à la fois proposer les bases d'un nouveau projet de société, à la fois s'opposer à la catégorie 1, parce qu'il y a des modalités de résistance à mettre en place, absolument indispensables, à la fois passer le cap entre système A et système B pour retomber sur ses pattes, et ça, pour passer le cap, c'est la résilience, et puis travailler sur comment on sera capable demain, dans le brouhaha et dans la panique, de s'imposer, en tout cas d'être audible. Parce que sinon, ce n'est pas le tout d'avoir la super idée, si personne ne le sait, si personne ne l'entend. Donc, il y a des questions de mise en récit et de mise en réseau. Imaginez qu'on sort de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Imaginez qu'on ait des flux d'approvisionnement alimentaire qui commencent à dysfonctionner sérieusement. Imaginez que, et puis rappelez-vous surtout qu'on est dans un système où les individus produisent plus leur nourriture, ils ne stockent plus, ils ne la transforment plus. 70% de la nourriture des Français vient de la grande distribution qui a moins de 3 jours de stock dans ses points de vente. En plus, les lieux de production et de consommation sont distants, on ne se connaît plus. Et puis, on est dans un système à flux tendu parce que les stocks, ça coûte cher. Donc, on a pensé optimiser sur le plan purement économique les choses. Mais en faisant ça, on a supprimé beaucoup de nos marges de manœuvre en cas de choc. Le consommateur de surcroît n'a plus aucune tolérance à la frustration. Rappelez-vous le Nutella. Alors, question. En cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en denrées et ou en carburant et ou en intrants agricoles, on tient combien de temps? Voilà le type de question, mesdames et messieurs, qu'il va falloir se reposer, même si ça ne nous fait pas plaisir. On pense que, oh là là, mais ça c'est du déclinisme. Ça c'est du passé, ma bonne dame. Ok, on peut penser ça, et je ne vous interdis pas de continuer à le penser. Je vous invite néanmoins à vous réveiller, si vous le voulez bien. À présent, réimaginez donc. Imaginez qu'on se soit mis en capacité de satisfaire les besoins d'à peu près tout le monde pour des générations, en cessant d'être tributaire de chaînes d'approvisionnement pétrodépendantes, et qu'on ait des systèmes de production de nourriture qui peuvent être opérés, maintenus et produits, réparés, fabriqués, avec exclusivement ce dont on peut disposer dans un rayon géographique maîtrisable. Imaginez qu'on est pareil pour les systèmes de production d'eau potable, d'énergie, les systèmes de santé, de sécurité, de gestion de crise et de transport. Sur la question des transports, est-ce que la question c'est alors véhicule électrique ou véhicule thermique? Moi je vous dis qu'avant de poser cette question, on devrait d'abord se demander c'est quoi les nouveaux systèmes de transport et les offres de services dont on a besoin en termes de mobilité et de transport. Et que pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre, mais c'est quoi les nouveaux usages en termes de mobilité et de transport qu'on a besoin de promouvoir? Et pour pouvoir, dans de bonnes conditions, poser cette question, répondre à cette question, il faut réévaluer nos besoins en la matière. Et donc, il faut ouvrir des conversations collectives, tant qu'on peut le faire dans des bonnes conditions, pour se dire, OK, comment on peut se réorganiser? Et franchement, c'est quoi vraiment nos besoins là-dedans? Et c'est quoi tout le superflu dont on peut maintenant se passer? Ce sont les choix collectifs. Finalement, on parle d'un modèle de société, c'est une approche systémique et culturelle. Comment faire? Une autre question très importante, pour que n'importe qui, n'importe où, puisse, même au fin fond, surtout au fin fond d'une campagne, vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de voiture. En ville, c'est pas trop difficile. À la campagne, ça devient très tendu. Si on ne trouve pas des réponses très concrètes, un peu partout, à cette question dans les 10 à 15 prochaines années, ça va être un joyeux bazar, je vous le dis tout de suite. Je vais continuer et je vais dépasser de 6 ou 7 minutes. Si quelqu'un veut m'en empêcher physiquement, allez-y, sinon je continue. Merci. Je suis désolé juste de griller un tout petit peu le timing, mais pas de beaucoup, je vous le promets. On a des filières de matériaux biosourcés, géosourcés. Si, dans votre activité, vous pouvez dépendre de matériaux qui sont comme ça produits par la biosphère ou par la lithosphère, mais dans un rayon géographique maîtrisable et qu'on puisse, si possible également, utiliser, exploiter de façon propre, on va dire durable, alors il vaut mieux faire ça plutôt que de dépendre de choses qui peut-être ont des intérêts, qui peut-être sont moins chères, qui peut-être sont plus performantes à certains égards, mais qui proviennent de l'autre bout du monde. Si vous dépendez de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde, ça ne va pas marcher, ça ne va pas durer. Renseignez-vous sur les low-tech. 2 types de personnes dans cette salle, ceux qui en ont entendu parler et les autres. Si vous n'en avez pas entendu parler, renseignez-vous. Donc, si vous en avez entendu parler, renseignez-vous parce que vous n'avez probablement pas compris. Les low-tech, souvent, on voit quoi? On voit un mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver, on voit un rocket stove, un four solaire, une marmite norvégienne. C'est super. Je suis client. Mais si ça reste ça, les low-tech, je veux dire, l'appropriation large, peut-être même industrielle, puisqu'on est justement face à des industriels, certains ici, bof. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu, d'industrie, un véritable enjeu de design, un véritable enjeu d'innovation et d'ingénierie derrière les low-tech. Mais pour le comprendre, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais je vais vous dire où aller lire pour le comprendre,
Je vous en prie, lisez cette note de la Fabrique écologique sur l'innovation low-tech et vous comprendrez ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et vous verrez notamment que ce n'est pas de l'innovation frugale, même s'il y a quelques points communs, c'est totalement différent. Et quand vous aurez lu cette note, une fois de plus, vous aurez accès à la présentation après, vous irez, s'il vous plaît, sur la page Wikipédia des low-tech et vous retrouverez cette infographie avec sa légende. Et donc sans légende, ça ne veut pas dire grand-chose. Une fois de plus, faites le travail, je ne peux pas tout faire pour vous, mais vous verrez que ça peut permettre de développer des systèmes qui sont durables au sens de la durabilité forte, créer de la résilience collective, et si on va vraiment jusqu'au bout de la logique des low-tech, à travers une transformation collective, il faut se donner maintenant les moyens de l'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital. Ça ne veut pas dire autarcie, alors, en aucun cas, mais pour tout ce qui est vital, il faut avoir un potentiel de production qui réponde un peu quand même à... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. On n'a pas trop pris conscience du fait que nous dépendons d'une chaîne dont la solidité n'est pas meilleure que celle du maillon le plus faible. Or, beaucoup de maillons de cette chaîne sont très faibles. En tout cas, nous n'avons pas de contrôle sur la plupart de ces maillons. Pour manger, nous dépendons d'intrants qui ne sont pas produits en France, de pétrole et de gaz naturel qui ne sont pas produits en France, de semences qui, la plupart du temps, sont produites par des multinationales hors de France. Nous dépendons de machines qui sont tellement sophistiquées qu'on ne sait plus les réparer par nous-mêmes. S'il n'y a pas la mise à jour logicielle ou la pièce qui vient des États-Unis ou de Chine, on ne sait plus faire fonctionner le tracteur. C'est fini, ça. C'était il y a 30 ans, ça. Voilà. Et on dépend on dépend des aides européennes, parce que s'il n'y a pas la PAC, le système agricole, il se casse la gueule. Et on dépend d'une main-d'œuvre étrangère spécialisée à bas coût, saisonnière, qui vient produire chez nous, parce que c'est quand même pas nous qui allons mettre les mains dans la terre. Vous voyez le problème ? Mais vous allez parler de risques de sécurité ou d'insécurité plutôt alimentaire en France à nos décideurs, ils rigolent. C'est qui cet effondriste ? Je pense qu'on n'a pas compris nos vulnérabilités profondes. Il faut relocaliser, diversifier, réaménager les territoires. C'est un sujet à part entière que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Mais s'il y en a certains qui, par ici, peuvent avoir des clés là-dessus, des leviers d'action, allons-y. Bordeaux, c'est très agricole, mais ça produit surtout du liquide. Vous savez peut-être quand même que 80, je ne sais plus combien, 85, j'ai un doute, % des fruits et légumes que mangent les Bordelais proviennent de Marmande et du Marmandais. Alors, en théorie, ça serait super, parce que c'est en amont de la Garonne. Il n'y aurait qu'à charger des barges et les laisser dériver, même à la rigueur sans moteur, les laisser dériver jusqu'à Bordeaux, ce serait formidable. Après, on les remonterait à vide. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Plus de 85%, c'est là qu'est le 85%. Donc le premier chiffre, j'ai un doute. C'est beaucoup, mais j'ai un doute. Plus de 85% des légumes qui vont de Marmande à Bordeaux passent par Rungis. Voilà. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, on m'a dit c'est le mine, c'est le marché d'intérêt national. Je dis oui, mais on a le mine de Brienne à Bordeaux. Donc pourquoi Rungis ? Voilà. Je peux aller beaucoup mieux que ça comme réponse. C'est comme ça. Nous avons besoin de préserver le foncier nourricier. Oui, le foncier nourricier, c'est notre avenir qui en dépend. S'il y a un projet d'artificialisation qui répond pas, qui n'apporte pas des choses de vitales au territoire, il faut bloquer ce projet. Que vous soyez zadiste dans l'âme ou pas, j'en ai rien à cirer. Trouvez vos modalités de mobilisation, mais bloquez-moi ce type de projet, c'est votre avenir qui en dépend. La permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, la culture sur sol vivant, l'hydrologie régénérative, les solutions fondées sur la nature, là, avec un mix de tout ça, on a, oui, mesdames et messieurs, je vais le dire, et ce n'est pas mon habitude, on a des solutions. Avec ça, on peut produire assez pour tout le monde, durablement, de façon saine, de façon nutritive, de façon variée, en rechargeant les aquifères, en captant énormément de carbone, en régénérant la nature et de surcroît sans dépendre, ou en tout cas beaucoup moins de chaînes d'approvisionnement, donc en étant beaucoup plus résilient. C'est formidable. Il ne reste plus qu'à démanteler la FNSEA. Il faut végétaliser les agglomérations de façon vivrière. De temps en temps, on se fait un petit gueuleton avec ce qu'on a produit nous-mêmes, ça crée du lien. Ça crée de la cohésion, donc de la résilience. Il faut boucler les cycles de nutriments, notamment le cycle du phosphore, totalement cassé. Nos sols sont vides de tous les nutriments. Les cycles biogéochimiques sont brisés. Ils sont incapables de produire quoi que ce soit si on ne les perfuse pas artificiellement avec des engrais NPK. Ils viennent d'où ces engrais NPK ? D'un autre continent. Il faut arrêter d'en dépendre. Il faut boucler les cycles de nutriments, ça veut dire à la campagne toilette sèche, et ça veut dire en ville toilette à séparation d'urine, récupération des urines, traitement et revalorisation comme intrant. Ça marche très bien là où on le fait, mais ça ne se fait pas à beaucoup d'endroits. J'ai encore besoin de 4 minutes. Et tout ça avec des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales et un système d'échanges locaux. Je ne dis pas ça parce que ça me plaît, mais parce que ce sont vraiment des clés de résilience. Ce sont des mots-clés. Si vous ne savez pas ce que c'est,
il n'est jamais trop tard pour se renseigner. Les leviers clés qu'on a, par exemple la gestion partagée des communs, de quoi dépend la satisfaction des besoins vitaux de tous. Eh bien, ces choses-là, on les sanctuarise. Et ensuite, on garantit l'accès à l'essentiel pour tous. Par exemple, à Montpellier, les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde. Et le reste, c'est payant. Et si tu consommes beaucoup, tu surpayes le mètre cube. Bon ben voilà, on généralise ça à tout le reste. Allez vous renseigner par exemple sur la dotation inconditionnelle d'autonomie, une super proposition. Allez vous renseigner sur la sécurité sociale alimentaire, une autre super proposition. Là, vous avez des clés pour faire en sorte que demain, le tissu social soit renforcé, que ça ne parte pas en cacahuète dès qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement de choses essentielles. Et ça va passer, ça peut passer, ça doit passer par des expérimentations. Il faut qu'on expérimente tout un tas de choses. Là encore, je vais très vite, je suis désolé, hein, je suis pressé par le temps, c'est ma faute. Et puis par des chantiers coopératifs pour essayer de co-construire ensemble et de nourrir ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle des gens. C'est-à-dire que plus les gens agissent et plus ils sont reconnus et gratifiés pour avoir agi, plus ils auront envie d'agir demain. Voilà. Alors, pour les entreprises, les organisations, il faut créer et tester de nouvelles branches en parallèle des organisations existantes. Je ne suis pas en train de vous dire abandonnez tout, arrêtez tout et faites un saut dans le vide. Je sais très bien que ça n'arrivera pas si je vous dis ça. Il faudrait, mais ça n'arrivera pas. Donc, puisque ce n'est pas possible, faites en parallèle. Vous créez en parallèle. Si vous êtes une grosse boîte, vous avez peut-être un peu de marge de manœuvre pour tester des modèles économiques différents, tester d'autres façons de faire. Et il ne s'agit pas juste de faire différemment. Il faut faire différent. Il ne faut pas faire autrement, il faut faire autre chose. Visez d'autres. Vous regardez les outils dont vous disposez, vous regardez les nouveaux enjeux, en quoi ces outils peuvent servir les enjeux. Allez-y, on est là, on est créatif, on est ingénieux, MacGyver. La descente énergétique et matérielle, il faut y participer, il faut y contribuer, à son niveau, mais pas qu'à son niveau. Pour parler un langage d'entreprise, ce n'est pas juste scope 1 et scope 2, mais c'est aussi scope 3. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, vous ne connaissez pas, eh bien demain vous connaîtrez parce que vous allez vous renseigner. Parce que c'est très important si jamais vous ne connaissez pas. Et il faut faire en sorte que les choses que l'on vend ou que l'on loue ou que l'on prête justement, peut-être arrêter de vendre, peut-être plus faire du service, soient durables, pérennes. La comptabilité, il y a différentes méthodes de comptabilité. Mettez en place une autre méthode de comptabilité. Je ne vous dis pas d'arrêter celle que vous faites aujourd'hui. Mettez-en une en parallèle pour voir ce que ça donnerait si jamais, plutôt que de compter juste l'argent, vous comptiez aussi les impacts sur la nature et les flux d'énergie et de matière et la biodiversité et l'eau et les ressources et les pollutions et tout le tout-team. Pas que des questions d'ailleurs écologiques, également des questions d'impact sur la société, sur la santé, sur d'autres choses, la sécurité. Et donc, vous verrez si votre système il est vraiment durable ou s'il est juste rentable. Il faut une nouvelle culture. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir toujours la même chose et puis on laisse les gens faire, on leur demande de faire un petit effort, ou alors on essaie de pousser plus, quoi. On a de nouvelles finalités. Et on dit il faut gratifier les gens si jamais ils acceptent de faire le changement, parce que sinon ce sera voué à l'échec, avec une cohérence d'ensemble. Et de là, quand j'écris justice, ça veut dire que ceux qui feront l'effort, il faut qu'ils soient récompensés. Sinon, pourquoi le faire? La création de valeur, avec ou sans S. On crée de la valeur, ou maintenant il est question de créer des valeurs et d'incarner des valeurs. Je pense qu'on a besoin de devenir des agents d'un changement d'influence de la nature culturelle et enfin de l'économie régénérative. Et renseignez-vous sur la CEC, la Convention des entreprises sur le climat. Vous y aurez des gens qui vous enseigneront des modèles économiques alternatifs à visée régénérative. C'est passionnant et c'est vital. Ma dernière ligne droite maintenant, pour conclure, désolé. Sur ces questions de durabilité, de résilience et de sécurité, il y a deux postures. La première, c'est comment on fait mieux à son niveau. Merci d'avance. Je suis sûr qu'il y en a qui font déjà, donc merci. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut aller plus loin. Comment on devient des meilleurs citoyens ensemble et comment on devient des agents d'un sursaut de nature culturelle vers une durabilité, une résilience socio-écologique, sociétale, territoriale à minima. Mais c'est pareil pour les organisations et les territoires. On peut les rendre plus écolos, plus économes en ressources, plus résilients. On peut modifier les pratiques, les modèles d'affaires, les modèles de comptabilité. On peut faire tout ça. Plus important, selon moi encore, ce pas de côté. Comment on va se structurer en un réseau d'agents d'un changement de nature culturelle pour une résilience et une durabilité sociétale, mesdames et messieurs. Voilà. Alors vous voulez aller encore plus loin, sachez qu'il y a un cours, si vous n'avez pas encore eu assez de m'entendre baragouiner, il y a un cours où je parle pendant plus de 10 heures, là, 20 épisodes, c'est pas très cher. Et si vous voulez aller vraiment en profondeur sur ce que vous pouvez faire, il y en aura beaucoup plus dans le cours que ce que j'aurais pu faire en 1h30. En tout cas, je peux vous dire, pour clôturer, que finalement, malgré tout le bazar que ça va être, il y a aussi quelque part une chance là-dedans, celle de pouvoir devenir les héros de ceux qu'on aime.
Nous sommes face aujourd'hui à un besoin de construire des alternatives inspirantes, et c'est un enjeu collectif, et ça engage, ça engage tout un écosystème d'acteurs du changement dans lesquels on va trouver à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent, j'essaie d'en faire partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple et transmettent leur savoir et leur savoir-faire. Il y en a parmi vous, je le sais. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie, j'espère que ça aura fonctionné avec certaines et certains d'entre vous aujourd'hui. Les organisateurs sont des gens qui ont des compétences bien spécifiques pour structurer, animer, coordonner un projet, un réseau, un mouvement, une dynamique sociétale ou territoriale, que sais-je. Je ne fais pas partie des organisateurs. Les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens. Ça peut être de l'argent pour financer, ça peut être une posture, une position pour patronner, tout ce qui permet d'empouvoirer les porteurs de projets, ceux qui existent, ceux qui veulent exister. Ça peut être faire du mécénat de compétences, ça peut être prêter, donner, louer un lieu, un terrain, un local, du matériel, faciliter l'accès à un réseau, que sais-je. Voilà, mesdames et messieurs, quel acteur du changement êtes-vous ? Moi, je vous ai dit où j'essayais d'être dans cette étoile. À vous de vous poser cette question. Quel acteur du changement pouvez-vous être ? Plus fondamentalement, très certainement, quel acteur du changement voulez-vous être ? Nous sommes à une croisée des chemins, et comme je le dis toujours, pour clôturer mes interventions, c'est le déclic ou le déclin. Merci, mesdames et messieurs. Et le lien est là. Voilà, le lien pour accéder à la présentation. J'ai cru qu'il avait aussi coupé le micro, comme il avait demandé tout à l'heure qu'on puisse venir lui dire non s'il voulait prendre 6 minutes. Merci Arthur Keller, on vous applaudit à nouveau. Comme Arthur Keller a un fonctionnement démocratique et qu'il s'octroyait 10 minutes, de fait, je vous propose qu'on enchaîne avec les témoignages parce qu'ils sont dans la lignée et qu'on garde le question-réponse, parce que je suis sûr qu'il y en a, pour la fin de cette soirée, une fois la remise des trophées passée, et dans la salle et au moment du cocktail, puisque Arthur, vous me le confirmez, vous m'avez dit que vous pouviez rester un peu avec nous. Puisqu'il faut. Non, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai juste une envie journalistique mal placée. J'ai envie de faire un test. Qui pense qu'il a un peu changé d'avis sur sa position avant d'entrer dans cette salle ? Vous levez la main, c'est juste pour me rendre compte. C'est pour qu'il mesure l'impact qu'il peut avoir. Et moi, je voudrais le savoir en tant que journaliste, ça m'intéresse. OK ? Très bien. Ah non, mais attendez, on va pas lancer le débat. Et qui n'a pas changé d'avis ? Qui a changé d'avis et qui pense qu'il peut influer ? Alors, qui pense qu'il peut influer et faire changer son comportement maintenant qu'il a entendu Keller ? On va être plus précis, levez la main. Et ceux qui pensent que non, je reste sur ce que j'étais avant de rentrer, on va mettre le vote 2. Premier vote, est-ce que je peux changer ? Allez-y. Waouh. OK. Je vois que le président Clédel a levé la main aucune des fois. Il s'abstient. Donc alors, est-ce qu'il y en a qui restent fermes sur leurs convictions en étant arrivés ici ? C'est pas ça la question ? Vous répondrez tout à l'heure, Jean-François. Allez. Bon, allez. Moi, en tout cas, je vous remercie. J'ai compris pourquoi j'aimais bien Mad Max et maintenant j'ai intellectualisé. C'est parce que je me disais, un jour, on n'aura plus de pétrole à mettre dans nos bagnoles et nos motos. C'est comme emmerdant. Alors, plus sérieusement. Il y a encore un peu de marge avant Mad Max. Ah, il y a un peu de marge. Bon.